J'avais 19 ans ce soir-là. À l'entrée de l'hôtel Sainte-Ève, j'attendais qu'une voiture puisse arriver. J'attendais qu'une voiture puisse arriver. Ce soir-là, à l'entrée de l'hôtel Sainte-Ève, je regardais partout à côté de moi. Il pleuvait. Il pleuvait très fort, à tel point que je puisse en remarquer que la rivière juste à côté, le courant devenait beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Un homme est arrivé, un homme black. Un homme black, un homme noir est arrivé, avec un t-shirt noir et un jeans bleu. Quand il est arrivé avec son jeans bleu clair, il m'a regardé. Il s'est avancé vers moi et m'a tendu les clés de sa voiture. Je les ai pris et sans hésiter, je suis rentré dans la voiture. C'était une BMW, une série 7. Je suis rentré, j'ai refermé la porte. L'homme a frappé à la porte 2 fois. J'ai ouvert la vitre et il m'a rendu l'argent. Je suis parti ranger sa voiture. Ensuite, je suis revenu. L'homme attendait juste en dessous, sur le tapis rouge. Il attendait en dessous, sur le tapis rouge, accroché à une barre de fer. Accroché à cette barre en métal, cette barre en fer, qui soutenait une voile, une petite voile. Cette barre de fer qui soutenait une petite voile, un petit voile rouge, juste au-dessus de lui. Il se tenait juste là. À l'entrée de l'hôtel Sainte-Ève, il y avait une voile rouge, et ce petit voile juste au-dessus de lui le protégeait de la pluie. Je suis arrivé et je lui ai donné ses clés. Il s'est avancé vers moi, mouillé, trempé. Il m'a regardé. Il s'est remis en dessous de la barre de fer, s'est tenu avec sa main, et s'est réaccroché à la voile. Il s'est réaccroché à la voile rouge qu'il y avait derrière lui. Il m'a regardé et il s'est assis à la place. Il s'est assis à la place qu'il était avant. Je l'ai regardé. Je me suis assis à la même place que moi j'étais avant. L'homme assis sur une chaise en bois à l'intérieur. Moi à l'extérieur sur une chaise en métal, à côté du voile, à côté de la voile rouge. Je suis resté là un instant. Une autre voiture est arrivée, une voiture blanche. Je n'ai pas fait attention au modèle. Mais une voiture blanche est arrivée. Une femme aux cheveux blonds, au teint pâle et aux yeux gris, presque bleus. Cette femme blonde, aux cheveux clairs, aux yeux gris, gris clair presque bleu, est sortie de sa voiture. Elle m'a donné ses clés, et elle m'a demandé d'aller la ranger. Je suis rentré dans une Mercedes classe E. Je suis rentré dans une Mercedes classe E grise. J'ai regardé le teint pâle de cette femme, j'ai regardé ses yeux gris clairs. Et quand j'ai regardé ses yeux gris clairs, je ne voyais que des yeux bleus, des yeux très pâles. J'ai regardé ses cheveux blonds. Elle s'est tournée et d'un mouvement de cheveux, je ne voyais plus son visage. Elle est partie, elle est rentrée à l'intérieur, s'est présentée au guichet, frappant sur la petite sonnette en métal. Elle s'est présentée au guichet. La guichetière qui était à l'entrée, s'est présentée devant elle, et elle lui a dit « Le numéro de votre chambre, s'il vous plaît ?» Celle-ci lui a donc donné le numéro de sa chambre. Quand celle-ci lui a donné le numéro de sa chambre, elle m'a tout de suite rendu les clés de sa voiture, sans me regarder. Sans effleurer ne serait-ce que l'once d'un regard, elle m'a donné les clés de sa voiture. Je les ai pris, j'ai fermé la porte, je suis rentré dans la voiture, et je suis parti la garer. Une fois revenu un peu plus tard, elle m'a rendu ses valises. L'homme black et noir, qui est arrivé à côté de moi, m'a rendu ses valises lui aussi. Je les ai tous mis et superposés sur un porte-bagages. Juste à côté, il y avait un diable pour pouvoir soulever des choses. À côté de moi, il y avait un diable pour pouvoir soulever des choses. J'ai mis les bagages sur le porte-bagages. Je l'ai pris à 2 mains. J'ai regardé l'homme partir et j'ai regardé la femme partir. Leurs 2 voitures étaient parquées l'une à côté de l'autre en dessous de deux arbres. En dessous d'une rangée d'arbres et en dessous de 2 grands arbres noirs, au tronc presque noir. Les 2 voitures étaient parquées là. Ils sont arrivés près de moi,
Les bagages étaient dans le porte-bagages. Ils se sont tous les deux assis sur le diable, et à cet instant-là, je suis rentré. J'ai pris les clés de leur chambre, ils me les ont confiées, et j'ai rentré les bagages à l'intérieur. Je me suis réveillé dans une chambre, avec l'impression que tout ce qu'il y avait autour de moi était décousu. J'avais l'impression que tout ce qu'il y avait autour de moi était décousu, comme si tout avait disparu d'un seul coup. La jeune femme, la médecin, s'est présentée devant moi, d'un air malheureux et triste. Elle m'a regardé, et à cet instant-là, elle s'est assise sur une chaise, juste à côté de mon lit. J'ai serré le poing sur les draps blancs et immaculés. J'ai serré le poing sur les draps blancs et immaculés. Elle s'est avancée près de moi. Finalement, elle s'est posée sur le lit et m'a regardé. Quand elle m'a regardé, elle a posé ses dossiers sur mes jambes. Je ne sentais pratiquement rien. Je ne sentais pratiquement rien quand elle y a déposé ses dossiers. Quand elle a mis ses dossiers, ses feuilles, et qu'elle a mis son carnet noir et son stylo sur mes jambes, je ne sentais rien. Je me suis levé pour voir si mes jambes étaient toujours là, au chevet de mon lit. J'ai regardé, mes pieds étaient bien et mes jambes étaient bien là, au chevet de mon lit, au pied de mon lit. Je me suis redressé, j'ai demandé pourquoi est-ce que je ne sentais rien. Elle s'est avancée vers moi et elle a dit que j'avais eu un accident, que mes jambes avaient été touchées. Mais ce n'était pas ça le plus grave. Quand je me suis redressé, j'ai senti que mes poignets vibraient, j'ai senti que mes mains vibraient. J'ai senti que mes mains étaient en train de vibrer, de trembler. J'ai senti que mes poignets tremblaient aussi. À ce moment-là, la jeune femme s'est mise près de moi, a repris son carnet, ses dossiers, ses feuilles, ses pages et ses stylos, et elle s'est levée. Elle a posé sa main sur mes deux mains. Elle m'a regardé. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que mes mains tremblaient. Elle m'a dit que j'avais la maladie de Parkinson. Je lui ai demandé ce que c'était, même si je savais déjà la réponse. Même si je savais déjà la réponse, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle a dit que c'était une maladie qui atteignait le cerveau, la région du cerveau qui gère les mains. Je l'ai regardée et elle m'a expliqué que c'est une maladie qui attaque le cerveau, la région du cerveau qui gère les mains, qui emploie la motricité et la dextérité. Je l'ai regardée et je lui ai dit comment ça, la motricité et la dextérité. Elle a dit que la partie de mon cerveau qui utilisait la dextérité et la motricité de mes mains avait presque disparu. Je l'ai regardé un instant en silence. Et quand je l'ai regardé un instant en silence, j'ai tourné mon regard vers la fenêtre. J'ai essayé de lever la main pour pointer dehors, et je voyais que mon doigt tremblait. Je voyais que mon doigt tremblait, je voyais que ma main tremblait quand j'ai essayé de pointer du doigt dehors pour lui montrer quelque chose. Je voulais qu'elle regarde l'horizon. À cet instant-là, elle s'est tournée vers moi. Elle s'est assise, et elle a dit que ça allait passer, que ça allait partir, qu'avec le temps, ça allait peut-être même guérir. Je l'ai regardée et je lui ai demandé comment ça guérir. Elle a dit qu'il y avait des possibilités d'opération. On a commencé à discuter d'une opération qui pouvait être faite, et je l'ai regardée un instant, assis sur mon lit. Elle m'a expliqué toutes les variantes et toutes les variables, et je l'ai regardée. Je regardais le moindre geste de ses lèvres, et je regardais le moindre mot, et j'écoutais les moindres mots qui sortaient de sa bouche. À cet instant-là, elle m'a tout expliqué, de A à Z. Je me suis posé à côté d'elle et je lui ai dit que je voulais me faire opérer, le plus vite possible. J'ai posé mes mains sur ses jambes, et elle a gardé ses mains sur le lit. Elle s'est retenue en arrière avec ses bras, j'ai posé mes mains sur ses jambes. Je lui ai dit que je voulais me faire opérer, en faisant un petit geste avec mon pouce. En faisant un petit geste avec mon pouce sur mon poignet, comme si j'ouvrais avec une lame mon poignet. Je lui ai dit que je voulais me faire opérer, que je voulais me faire opérer. J'ai mis mon doigt entre mon poignet et entre le début de ma main, et j'ai commencé à tracer une ligne avec mon pouce, comme si j'ouvrais ma main. Elle a pris ma main et elle l'a retournée sur ma jambe. Elle a pris ma deuxième main et l'a retournée sur le lit. Elle m'a regardé, je lui ai demandé quoi, qu'est-ce qu'il y a.
Elle a dit que ce n'est pas mes mains qu'on allait ouvrir, mais mon cerveau. Je lui ai dit comment ça, mon cerveau, comment ça, ma tête. Elle m'a tout expliqué et a dit que c'était une maladie qui attaquait la légion du cerveau qui utilisait les mains. Ce jour-là, Frédéric devait passer me voir. J'étais sur mon lit, assis en position du lotus. Frédéric était censé passer me voir. Je n'attendais plus que sa visite. Il était censé me passer me voir. Et quand j'ai écouté attentivement, j'entendais chaque bruit, chaque mouvement. J'entendais les mouvements des bras, les va-et-vient des personnes dans le couloir. J'entendais les médecins prendre leur stéthoscope, rentrer et sortir. Frédéric était censé passer me voir. Et moi, j'écoutais attentivement chaque mouvement. J'entendais les personnes qui passaient dans le couloir. J'entendais les personnes qui prenaient leur stéthoscope et qui les posaient sur le torse des femmes et des hommes. J'entendais les toux grasses et les toux sèches. J'entendais leurs mains qui appuyaient comme un massage violent sur leur torse. J'entendais chaque mouvement. La caissière à l'entrée. J'entendais la caissière à l'entrée du supermarché en bas, qui faisait passer les commandes des personnes. Il y avait aussi la personne à l'entrée qui était occupée de mettre les bracelets à la main des patients. J'écoutais tout ce que je voyais, comme par exemple la caissière du supermarché qui prenait les commandes et qui s'en occupait. Elle faisait passer tout ce que les personnes avaient commandé et avaient acheté. Ensuite, elle les mettait dans des sacs et les gens les récupéraient par la suite. J'écoutais aussi les gens à l'entrée qui se plaignaient. J'étais assis en position du lotus. Je respirais et j'inspirais. J'étais assis sur mon lit. De temps en temps, quand j'ouvrais les yeux, c'était pour regarder les rideaux blancs. Mais sinon, la seule chose à laquelle je prêtais attention, la seule chose que j'écoutais, c'était les pas qu'il y avait à l'extérieur, dans le couloir, à l'entrée. Juste en face, c'était les ascenseurs. Et j'écoutais les couloirs. J'écoutais les couloirs qui sont pleins de ressources et pleins de secrets. Pour moi. Pour moi, c'était plein de ressources et plein de secrets. C'était quelque chose à laquelle je me fiais quand je n'étais pas bien. Quand Frédéric est arrivé, on m'a fait passer une série de tests. J'ai tout de suite lâché mon calepin et je l'ai déposé par terre. Frédéric l'a ramassé et me l'a rendu. Je l'ai pris en main et je l'ai gardé. Je l'ai pris en main. Il n'a pas regardé les pages, mais moi oui. J'ai regardé les pages attentivement. Il était écrit « Aujourd'hui, j'ai écouté les couloirs comme si c'était une conversation. J'ai écouté chaque pas de chaque personne qui sont passées juste devant chez moi. J'ai écouté chaque pas comme si c'était une conversation. Et j'ai écouté quand je suis descendu, quand je suis passé devant le supermarché. J'ai écouté les caissières qui faisaient passer les commandes. J'ai écouté tout ce que je pouvais écouter, chaque bruit, chaque son, chaque personne qui parlait, chaque pas, chaque talon et chaque petit escarpin que j'entendais dans le couloir. Chaque petit escarpin que j'entendais dans le couloir, chaque talon haut, chaque talon aiguille qui passait devant ma chambre, je les écoutais. Je regardais la blouse blanche de la personne qui passait dans ma chambre. C'était un homme. C'était une grande personne avec un torse musclé. C'était un homme avec un torse musclé, une grande personne que je regardais. Elle venait m'expliquer ce qui se passait, et je l'écoutais attentivement. J'ai vu que dans sa poche, il avait un stylo bille. Il avait un stylo bille et un stylo à plumes noir dans sa poche. Dans sa poche, il avait un stylo à plumes noir et un stylo bille noir. À côté, il y avait un crayon à papier. Il y avait un crayon à papier,
un bic à 4 couleurs. Juste à côté, dans la poche de son GSM, il y avait son GSM personnel. Il a reçu un appel et il est parti dans le couloir. Encore une fois, Frédéric, tu étais là, tu as attendu sur le fauteuil en cuir noir, et j'écoutais chaque conversation qu'il y avait dehors. Tu m'as demandé ce qu'il y a et je t'ai regardé. J'ai dit « Hein? Quoi ?» distrait par ce qu'il y avait dehors. Distrait par ce qu'il y avait dehors, je t'ai dit « Hein? Quoi ?» et je t'ai regardé. J'ai dit « Non, rien » en regardant le stylo à plumes et le stylo bille noir que cet homme avait dans sa poche. Il a pris son GSM personnel et est parti dans le couloir passer un appel. Ensuite, tu es arrivé à côté de moi, Frédéric. Tu t'es posé et j'ai regardé l'horizon. Tu t'es posé à côté de moi et tu as posé ta main sur la mienne, sur ma main qui tremblait. J'ai regardé l'horizon qui se dessinait d'une ligne. Quand j'ai regardé l'horizon qui se dessinait d'une une ligne blanche et une ligne jaune. J'ai regardé au-dessus, le ciel était bleu, bleu cristal, comme tes yeux. Le ciel au-dessus était bleu cristal mais couvert par les immeubles et les maisons. J'ai regardé l'horizon, dessiné d'une fine ligne blanche et d'une fine ligne bleue. J'ai regardé cet horizon. Quand j'ai regardé l'horizon qui était dessiné d'une fine ligne bleue, une ligne bleue claire presque blanche, dessinée d'une fine ligne blanche et une fine ligne jaune, j'ai regardé par-dessus ces 3 lignes qui dessinaient l'horizon. C'était la même couleur que tes yeux. Ce soir-là, une grande femme est arrivée. Elle s'est posée devant mon lit et s'est appuyée juste devant moi. Juste devant moi, elle s'est appuyée devant mon lit et m'a regardé. Elle a dit qu'elle était la psychologue qui avait été recommandée. Je l'ai regardée et j'ai cherché son nom sur son badge. Son badge n'avait pas été rempli. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de nom, pas de numéro, rien. Je l'ai regardée et je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Elle s'est assise à côté de toi sur une chaise. Elle s'est assise sur une chaise à côté de toi et à ce moment-là, tu l'as regardée. Tu étais en position du lotus comme moi sur mon lit. Moi, j'étais en position du lotus sur mon lit et j'étais en train de dessiner des flammes. J'étais en train de repenser aussi à la dernière fois que je t'avais regardé. À la dernière fois que je t'ai regardé, j'étais en train de penser que l'horizon était faite de 3 couleurs différentes. Le jaune, le bleu et le blanc. Là, je dessinais des flammes sur mon calepin. Dans mon carnet noir en cuir, avec un petit passe-partout blanc. Avec un petit passe-partout blanc, je regardais mon calepin. Mon calepin avait aussi un marque-page, une petite ligne en tissu. Il avait une petite ligne en tissu entre les pages qu'on pouvait mettre entre les feuilles blanches pour pouvoir marquer le dessin qu'on avait fait. Il y avait un passe-partout. Je regardais le passe-partout. C'était une sorte de feuille en carton. Le passe-partout, c'était une sorte de feuille en carton dans laquelle avait été découpé un carré. Je regardais le passe-partout et je le mettais sur les pages pour pouvoir analyser mes dessins. J'étais en train de dessiner des flammes. J'étais en train de dessiner du feu. La jeune femme est arrivée. Elle s'est appuyée sur le lit juste en face de moi. Juste en face de moi, elle s'est appuyée sur le lit. Ce soir-là, j'ai regardé l'horizon. L'horizon était fait seulement de 3 couleurs, comme la dernière fois. Comme la dernière fois, l'horizon était fait d'un bleu très noir, un bleu fantôme. Elle était faite d'un bleu marine, un bleu marine très très foncé, et d'un bleu ciel. Elle était faite d'un bleu ciel, d'un bleu marine, un bleu fantôme très foncé, presque noir, et d'une ligne noire qui se superposait entre les deux. J'ai regardé ces couleurs estompées, qui disparaissaient presque. Mais les couleurs étaient opaques. Les couleurs étaient opaques, comme si elles avaient été imprimées sur une feuille dans le ciel. Comme si elles avaient été imprimées sur une feuille dans le ciel et qu'elles y avaient été posées. Les couleurs étaient toutes opaques. On voyait bien la superposition du bleu marine et de juste au-dessus, le bleu fantôme, presque noir. Juste au-dessus, il y avait même peut-être une couleur,
encore plus foncé, le vert fantôme, presque noir. Entre les deux, il y avait le noir, une ligne d'horizon, toute plate, qui te regardait toi, assis en position du lotus. Cet horizon que je regardais attentivement, avec une couleur verte très foncée, vert fantôme, un bleu marine juste en dessous, un bleu nuit et juste au-dessus, un bleu très foncé, presque noir. Et entre tout ça, il y avait du noir. Je t'ai regardé, toi, tes yeux verts sont devenus foncés. Tes yeux verts, comme d'habitude, qui sont verts émeraude, je les ai regardés. Ils sont devenus verts, verts tellement foncés que ça en était presque pareil que la couleur du ciel. Ce soir-là, j'ai regardé l'infirmière qui s'occupe de moi. J'ai regardé l'infirmière qui s'occupe de moi dans les yeux. Celle-ci a les yeux bleus très clairs. Elle s'est mise contre la vitre, et la vitre reflétait toutes ces couleurs qu'il y avait dehors. La vitre reflétait toutes ces couleurs qu'il y avait dehors, le bleu foncé, le vert très foncé, le vert clair. J'ai regardé toutes ces couleurs qu'il y avait dehors, et j'ai regardé ses yeux. Ses yeux en étaient presque transparents comme les luminaires au bord de l'autoroute. Toi, tu étais là, Frédéric, sur le fauteuil en cuir, le fauteuil noir. En position du lotus, j'ai regardé tes yeux, et tes yeux verts étaient presque de la même couleur qu'il y avait dehors. Ce vert foncé, ce vert fantôme, presque noir. J'ai regardé la ligne d'horizon noire, et juste au-dessus, il y avait ce vert fantôme, presque noir, juste au-dessus. Entre les deux, il y avait une couleur un peu plus foncée, du noir. Juste en dessous, il y avait cette couleur bleu fantôme. Il y avait la couleur bleu marine, mais toutes les couleurs étaient visibles. Je t'ai regardé et je t'ai demandé « Qu'est-ce que tu dessines comme ça ?» À cet instant-là, tu m'as répondu que tu ne dessinais pas, mais que tu étais en train de répondre à des questions. Plus tard, une infirmière est arrivée avec sa blouse blanche. L'infirmière est arrivée avec sa blouse blanche, un stylo noir, un stylo habit noir et un stylo de mine très blanche. Quand elle est arrivée avec ce stylo de mine très blanche, je l'ai regardé. Je l'ai regardé, j'ai regardé son stylo bille, son stylo plume, son stylo avec une mine très blanche qui n'avait pas encore été utilisée. Dedans, il y avait même un petit reflet gris. J'ai regardé son stylo avec une mine blanche intacte. L'encre n'avait pas encore coulé dessus. Je l'ai regardé dans les yeux, et elle a baissé la tête vers le bas. Elle a regardé ses chaussures à talons aiguilles. Quand elle a regardé ses chaussures noires à talons aiguilles en cuir, elle a pris son stylo avec une mine blanche qui n'avait pas été utilisée. Il n'y avait même pas encore de l'encre qui avait coulé sur la mine blanche intacte. Elle l'a pris et elle a essayé de dessiner avec. Là, de l'encre a coulé et je l'ai regardé écrire. L'encre commençait alors à couler sur la plume intacte, et la plume intacte, qui était blanche, était en train de devenir bleue petit à petit, de la couleur de l'encre. Et elle était en train d'écrire tout ce qu'elle voyait. Toi, pendant ce temps, Frédéric, dans le coin de la pièce, avec juste au-dessus de toi, une lampe un peu jaunâtre, avec au-dessus de toi une lampe un peu jaunâtre, un peu jaune, presque orangeâtre, était en train de t'éclairer. Et tu étais en train de répondre aux questions, au formulaire. Tu étais en train de répondre aux questions, au formulaire de sortie, et tu étais en train de répondre à un formulaire aussi de garde. Je suis venu à côté de toi et je t'ai demandé qu'est-ce que c'était la deuxième feuille. Tu m'as dit que c'était un formulaire de garde. Tu m'as expliqué ce que c'était. Le formulaire de garde, c'était un formulaire pour me garder, parce que tu étais mon copain, tu ne faisais pas partie de la famille. Alors il fallait que tu remplisses un formulaire de garde. La femme a donc repris. Après quelques heures, la femme est revenue. Elle a pris alors les deux formulaires, et tu es resté de marbre. Ce soir-là, deux verres étaient posés sur la table. Il y en avait un qui était rempli, l'autre était très peu rempli, voire pas du tout. Le premier n'était pas rempli du tout. On n'y voyait que très peu.
on n'y voyait que très peu d'eau à l'intérieur. Le deuxième était entièrement rempli. Le premier verre qui n'était pas rempli, dans lequel on n'y voyait que très peu d'eau, appartenait à la psy. Il y en avait un deuxième qui était entièrement rempli. C'était le tien, Frédéric. Là-dedans, on y voyait beaucoup d'eau. Celui-ci était posé sur la table à côté de celui de la psy. Toi, tu étais très reculé par rapport à nous deux. J'étais dans le siège d'en face, et la psy était juste à côté de moi. Il y avait un autre siège à côté, un siège à rallonge, dans lequel on pouvait s'allonger. Et toi, tu étais de l'autre côté, sur le grand fauteuil. Tu étais sur le grand fauteuil, juste à côté de la lampe. Il y avait une lampe, une sorte de boule en verre, qui s'allumait. Dans le salon, juste en face, au-dessus de toi, il y avait la télé. Il y avait la télé juste au-dessus de toi, dans le salon. Tu étais sur le grand fauteuil, appuyé un peu plus contre. Appuyé un peu plus contre le fauteuil, contre les accoudoirs, au-dessus de toi, il y avait la télé. La psy me regardait et me posait des questions. Je lui disais que je ressentais encore la moindre coupure. Je lui disais que je ressentais la moindre lacération. Je lui disais que je sentais encore les chirurgiens qui farfouillaient à l'intérieur de mon cerveau. Elle me regardait et elle te regardait toi, allongé, plus que sceptique. Plus que sceptique, allongé sur le fauteuil avec la télé juste au-dessus de toi, avec une playlist Spotify. Il y avait une playlist Spotify, l'écran de la télé était coupé en deux. D'un côté, c'était Netflix. De l'autre côté, c'était une playlist Spotify. Je voyais que la psy était en train de noter ce que je disais, que je sentais la moindre lacération, que je sentais la moindre coupure, et que j'entendais même ce que les gens disaient, même si j'étais endormi. Je lui disais que je rêvais encore des coupures. Je rêvais encore des coupures que j'avais dans le cerveau, des personnes qui étaient en train de m'ouvrir la tête pour voir d'où venait la cause. Je lui disais que je rêvais encore de tout ça et que ça me faisait peur. Toi, à côté, tu la fixais, sans la lâcher des yeux. Sans la lâcher des yeux, sans relâche, tu la fixais. En face, il y avait la grande baie vitrée. Il y avait la grande baie vitrée en face qui donnait sur le jardin. Toi, tu avais une jambe repliée et une autre tendue. Tu étais contre le fauteuil et juste au-dessus de toi, il y avait la playlist Spotify. On a entendu que les chansons changeaient et à chaque fois qu'elle me posait une question ou qu'elle te regardait toi, je regardais une chanson qui tombait vers le bas et qui changeait. Je voyais qu'il y avait Netflix à côté qui ne bougeait pas. Pour me concentrer, de temps en temps, je regardais mon compte. Je regardais mon compte à la télé et je voyais toutes les séries, tous les films les plus recommandés qui étaient là. En dessous, je voyais ta sélection avec tous les films et toutes les séries les plus recommandées. À côté, je regardais Spotify qui laissait tomber les chansons et qui passait à une autre. Ça m'occupait de regarder la télé qu'il y avait juste au-dessus de toi. Toi, tu étais avec un livre en main. Je voyais que tu tournais les pages sans même lire le livre. Tu le tenais en main et tu tournais les pages sans même lire le livre. Je regardais la chanson 1 qui passait à la chanson 2 sur Spotify. Je regardais toutes les playlists que tu t'étais faites de séries et tous les films que tu avais notés sur 10 sur Netflix. Je regardais tout ce qui nous avait été recommandé et tout ce qu'on avait regardé, tout ce qu'on était en train de regarder. Et la chanson 2 qui passait à la chanson 3 sur Spotify. Je regardais ça pour me concentrer pendant que la psy qui était à côté de moi me posait des questions. Ensuite, j'ai entendu qu'elle est partie. J'écoutais ses pas, comme j'écoutais les pas dans le couloir. Comme j'écoutais les pas dans le couloir de l'hôpital, j'écoutais ses pas se diriger vers la fenêtre. Elle s'est assise, au fauteuil qu'il y a près de la fenêtre. Il y a un grand fauteuil en cuir noir près de la fenêtre. Elle s'est assise là, et elle nous a regardés tous les deux,
Elle a croisé les jambes et elle s'est tournée vers toi. À cet instant-là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je l'ai vue déposer son livre sur la grande table en béton. Sur la grande table en béton, c'était plus un cube en béton qu'une table, mais ce grand cube en béton, fissuré sur le côté et fissuré dessus au milieu, ce grand cube en béton qu'on a récupéré, que tu as poli et que tu as acéré avec une lame. Je me souviens de ce jour où tu étais réveillé, très tôt le matin, et où tu avais pris une grande lame, tu avais pris une faux que tu avais mis sur ton épaule, et sur la faux tu avais mis un cache-couteau. C'était une sorte de cache que tu mettais sur la lame. Tu l'avais laissé pendre à ton épaule, et avec une autre lame, une machette, avec une machette que tu avais en main, une autre lame, tu étais en train d'acérer le cube de béton. Je me souviens de ce jour-là. Elle s'est tournée vers moi et elle a dit « À quoi tu penses ?» J'ai regardé la psy et j'ai dit en te regardant toi, le jour où tu as acéré cette grande plaque de béton. Je me souviens que tu poussais par la lame avec les deux paumes de ta main. Avec ta main et avec les deux paumes de tes mains, tu poussais la lame en la prenant par le devant de la lame et en la prenant par le maillet. En la prenant par le maillet et par la lame, tu poussais avec les deux paumes de tes mains. Tu acérais le couteau contre la grande baie vitrée et contre le grand cube. À ce moment-là, contre le grand cube en béton, tu acérais la lame. Contre la baie vitrée, parfois tu cognais la lame de la faux et tu cognais la lame de la machette. J'ai dit que c'était à ça que je pensais, et elle s'est tournée vers toi. Elle t'a posé plusieurs questions. Mais tu n'as pas répondu. Tu as juste regardé le gros cube de béton contre lequel, parfois tu laissais tomber la lame de la machette, et parfois contre lequel, contre la vitre, tu acérais la machette. Parfois contre la vitre, contre la grande baie vitrée, en regardant dehors et en me regardant moi sur le fauteuil, tu acérais la machette et tu acérais la faux. Ensuite, tu les reprenais sur ton épaule et tu repartais à ton occupation. Les couronnes de deuil étaient de sortie. Le caveau de crémation venait d'être allumé. Plus loin, plusieurs berlines arrivaient. Plusieurs berlines noires arrivaient de plus en plus. Les couronnes de deuil étaient de sortie, posées sur le cercueil, sur le coin, en bas d'un arbre qui venait de brûler. Cet arbre qui venait tout juste de brûler avec la foudre était totalement noir. Il était totalement noir et venait juste de brûler avec la foudre, un impact violent juste avant l'enterrement. Le cercueil posé sur le côté, les charnières qui venaient à pleurer avec la pluie qui s'effondrèrent sur le cercueil ouvert et le visage du mort à l'intérieur, qui était en train de sourire à la tendresse. Le visage du mort qui était en train de sourire à la tendresse, et le visage de tout le monde, endeuillé, regardant l'intérieur du cercueil ouvert, mais pour peu de temps. Parce que le caveau de crémation venait d'être allumé. Les flammes jonchèrent et frôlèrent tendrement, et lacérèrent les côtés. Elles lacérèrent, frôlèrent et jonchèrent les côtés en métal du caveau de crémation. On pouvait entendre le crépitement du bois et du feu qu'il y avait dans le caveau de crémation. Tout le monde se tournèrent alors vers les flammes. Un homme et plusieurs croque-morts, habillés en noir, prirent tous ensemble, à cinq, ils prirent tous ensemble, habillés en noir, le cercueil par les charnières. Par les charnières, ils prirent tous le cercueil, les charnières en or, qui se frottèrent très légèrement à chaque petite goutte de pluie. Quand le cercueil est arrivé à la surface, il y avait une ombre sinueuse et perfide. Cette ombre sinueuse, perfide et insidieuse cachait le trou dans lequel le cercueil allait tomber. Plusieurs grands élastiques verts étaient posés. Il y avait plusieurs grands élastiques verts qui étaient posés. Il y en avait 6, 2 à l'avant
deux à l'arrière et deux au milieu. 5 personnes habillées en noir, 5 hommes habillés en noir, des croque-morts, vinrent à déposer le cercueil sur les élastiques en tissu. Ils le laissèrent tomber très lentement, et par-dessous cette petite ombre sinueuse, et juste en dessous de l'ombre que l'arbre prêtait attention à montrer au trou qu'il y avait en dessous de lui, quelques racines dépassèrent du trou qu'on avait creusé juste en dessous de l'arbre. La pierre tombale, l'édifice, juste devant, était penché contre le tronc. Tout le monde était en train de regarder l'édifice penché contre le tronc de l'arbre noir qui venait de brûler. Les élastiques enfoncèrent très lentement le cercueil fermé dans la terre. Quand les élastiques qui eurent fini leur travail et que le cercueil toucha le fin fond de la terre, l'édifice fut remis droit. Les visages étaient en deuil, les couronnes de deuil étaient sorties. Le caveau de crémation venait d'être fermé. Le prêtre récita alors un verset et un passage de la Bible, faisant signe de croix avec ses mains. Faisant le signe de croix avec ses mains, rejoignant son index et son major, il fit le signe de la croix. Tout le monde baissa la tête et firent alors le signe de la croix, reliant ainsi le milieu de leur front jusqu'au bas de leur ventre. Ils firent tous le signe de la croix, reliant le milieu de leur front jusqu'au bas de leur ventre, l'épaule droite jusqu'à l'épaule gauche. Le prêtre passèrent devant tout le monde, déposer de l'eau bénite qu'il versa sur le bout de son doigt. En disant Amen devant chaque personne, ils prirent alors le bout de son doigt et fit une croix sur le front de chaque femme et chaque homme qui était endeuillé. Chaque femme, chaque homme et chaque enfant qui était endeuillé, même les croque-morts, se mirent alors en faisant une haie d'honneur au cercueil qui était enfoui sous terre. Le prêtre passa devant chaque personne et fit une croix sur leur front. À cet instant-là, une jeune femme releva la tête vers le haut et se retenait de pleurer. Cette jeune femme se retenait de pleurer et regardait alors le cercueil qui était parti sous terre, caché déjà par une racine de l'arbre. Elle regardait le cercueil, sous cette ombre perfide, caché par une racine qui dépassèrent. L'homme, le prêtre, prit alors un mouchoir blanc et sécha ses larmes. La jeune femme releva la tête et sentit le froid de l'eau bénite sur son front. Je n'avais plus que 3 images en tête. Un grand bouquet de roses. Il y avait un grand bouquet de roses, de lys et des fleurs en tout genre partout autour. Partout autour, sur un arbre, un long arbre, sur le mur. Sur le mur, partout autour, il y avait un long arbre qui était sur les murs. Les murs étaient parsemés de fleurs blanches et roses, par-ci par-là. Je les ai regardées, dès que je tournais la tête, il y avait de l'argenterie. Il y avait de l'argenterie dès que je tournais la tête. Frédéric m'a regardé un instant. J'étais dans le restaurant. Juste au milieu de la table, il y avait un arbre, un long arbre, qui se mettait contre les murs, comme une racine qui s'étendait tout le long. Comme une racine qui s'étendait tout le long, je regardais le flot et l'allure de ce restaurant, et j'étais ébahi. J'étais aux anges, j'avais l'impression que tout était en argent et en porcelaine. La décoration de ce restaurant paraissait si fragile et si intense, si lumineuse et si blanche. Il y avait une grande lampe au-dessus de moi. Au-dessus de moi, il y avait une grande lampe. Mais plus je regardais autour de moi, plus je regardais la décoration blanche, plus j'entendais le bruit des gens qui se faisaient servir. Quand j'entendais le bruit des gens qui se faisaient servir et qui parlaient entre eux, j'entendais la porcelaine, j'entendais les couverts en métal et en argent frapper contre la porcelaine. J'entendais les assiettes déposées en cuisine, j'entendais l'eau frotter contre les assiettes et tomber, glisser très lentement. Je voyais toute cette blancheur autour de moi et j'entendais les gens parler. J'entendais leurs paroles, leurs mots, qui étaient flous à cause des conversations mélangées. Partout autour de moi dans ce restaurant, tout avait l'air abstrait. Mais une chose est sûre,
c'est que partout autour de moi dans ce restaurant, tout avait l'air abstrait, excepté cet arbre. Excepté cet arbre qui flottait au-dessus de moi, en suspension. Cet arbre en suspension qui flottait au-dessus de moi, et toutes ces petites fleurs blanches, ouvertes, éclore, partout autour de moi. Je regardais et il y avait des paillettes. Il y avait des paillettes blanches, des petits morceaux de papier découpés, qui tombaient du ciel. C'était comme être au paradis. C'était comme être au paradis, il y avait des petits morceaux de papier intacts qui tombaient du ciel, et ces petits morceaux de papier blanc intacts qui tombaient du ciel, du plafond, je pouvais lever la tête et je voyais le lustre. Le lustre, lui, était éclairé, à la lumière vive et chaude qui réchauffait la pièce, les ampoules au-dessus, des néons, des LED partout dans le restaurant. Aux quatre coins du restaurant, il y avait des LED. J'ai vu en haut sur le sol, j'ai vu qu'il y avait un aquarium. J'ai vu qu'il y avait un aquarium sur le sol et je marchais, je regardais le mouvement des poissons. Un bel aquarium qui faisait la taille du restaurant, la taille de la salle. Et plus je marchais, plus j'avançais dans le restaurant, plus je voyais que le mouvement des poissons était en train de me faire une haie d'honneur pour avancer. J'avançais dans le restaurant et il me faisait une haie d'honneur, et je voyais que les petits poissons en dessous de moi, des petits poissons blancs, transparents, j'arrivais à voir leurs moindres écailles, j'arrivais même à voir leurs squelettes au travers de leur peau. Au travers de leur chair et de leur peau blanche, j'arrivais à voir leurs écailles et leurs squelettes, des petits poissons blancs aveugles partout, qui nageaient juste en dessous d'une plaque de plexiglas. Ces petits poissons blancs qui nageaient partout en dessous d'une grande plaque de plexiglas qui nous servait de sol. Cette grande plaque de plexiglas qui nous servait de sol, je marchais dessus. Tous les petits poissons blancs aveugles auxquels je voyais au travers de leur chair et de leurs petits squelettes, j'arrivais à voir leurs petits squelettes au travers de leur chair et de leurs petites écailles blanches. Partout autour de moi, il y avait ces petites pétales de fleurs blanches éclore qui étaient en train d'être ouvertes et de joncher le mur. Elles jonchèrent le mur et jonchèrent la paroi en bois, l'arbre qu'il y avait à l'intérieur, toutes ces petites fleurs qui éclorent et qui étaient en train d'être ouvertes, étaient en train d'éclairer le restaurant plus qu'il ne le fallait. À cet instant-là, Frédéric s'est mis à côté de moi, il a pris mes deux mains, a pris mon couteau et a pris ma fourchette, et m'a aidé à découper ma nourriture. À cet instant-là, je l'ai regardé, avec beaucoup de compassion dans ses yeux, presque même de l'amour, je l'ai regardé. Il a posé ses mains sur mes poignets et m'a aidé en faisant les mouvements. En faisant les mouvements qu'il fallait pour découper la viande et pour manger, il a pris mes deux poignets et a commencé à m'aider dans mes démarches. Il a commencé à m'aider dans mes démarches, a pris mon poignet, a pris les couteaux et les fourchettes que j'avais en main et m'a aidé à manger. Le restaurant n'était pas trop luxueux et pas trop coté. Alors je l'ai regardé à la sortie et je l'ai remercié. Alors que je remerciais Frédéric pour la soirée que j'ai passée. Il était déjà endormi dans la chaise longue, les yeux fermés, la tête posée sur le côté. Je le regardais et j'ai échangé son verre avec le mien. Le sien était moins rempli que le mien qui était rempli, et je l'ai regardé. Il dormait et j'écoutais les battements de son cœur et chaque respiration. Je voyais sa poitrine se gonfler, et je suis resté à côté de lui, regardant les heures passer. Je regardais les heures passer, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Je restais là, instantanément, instinctivement peut-être, et il dormait. Il dormait et j'écoutais sa respiration, jusqu'au moment où j'ai posé ma main sur sa main à lui. Quand j'ai posé ma main sur sa main à lui, j'ai senti les battements de son cœur, j'ai senti son pouls à son poignet. J'ai posé ma main sur son torse, et là j'ai senti son torse et ses poumons qui se gonflaient d'air. J'ai senti ses poumons qui se gonflaient d'air en posant ma main sur son torse, et je l'ai regardé. Il dormait à côté de moi sur la chaise longue, et moi je regardais passer les heures. J'ai attendu, et finalement, au bout de quelques heures, après 1, 2,
et 3 heures, après 1, 2 ou 3 verres. La soirée qu'on a passée ensemble finit alors par s'achever. La soirée qu'on a passée ensemble finit par s'achever. Tout de même, je reprends les verres et je les pose à la cuisine. L'un était peu rempli et l'autre était très rempli. Je reconnaîtrai le mien parmi des centaines de verres, parmi des milliers de verres. Parmi des milliers de verres posés sur une table, lors d'une fête, je reconnaîtrai le mien. C'est celui qui est très rempli. Celui qui est peu rempli, presque pas rempli, qui a été achevé et qui a été bu. C'est celui de Frédéric qui est en train de dormir. Je le prends et je vide son verre, je garde le mien et je reste à côté de lui. À cet instant-là, je vais à la fenêtre et je ferme les rideaux opaques. Je ferme les rideaux noirs opaques et par-dessus, je referme les rideaux blancs. Je m'installe à côté de lui et j'attends. J'attends instantanément que les heures passent et j'écoute le tic-tac des minutes et des secondes. J'écoute le tic-tac des minutes et des secondes qu'il y a juste au-dessus de moi, au-dessus de la grande horloge. Tout au fond, je peux entendre, mais je ne peux pas la voir. Je peux entendre, mais je ne peux pas la voir, mais tout au fond, je vois, instantanément dans ma tête, une pendule. J'entends le tic-tac de la pendule. Je ne peux pas la voir au fond de la pièce, parce qu'elle est prise par un aura de lumière noire. Elle est prise par un aura de lumière noire, une ombre sournoise et insidieuse, et je ne peux pas la voir. Mais la pendule, je sais qu'elle est contre le mur, juste devant une table, une grande tablée avec 9 personnes. Je sais que la pendule est au fond de cette pièce, devant une grande tablée avec 9 chaises pour 9 personnes, et j'entends le tic-tac de la pendule. Je reste là et je regarde cette ombre insidieuse et sournoise qui plonge la pendule dans le noir. La pièce entière est plongée dans le noir. Juste à côté, il est censé y avoir un grand escalier qui tourne en colimaçon, mais je ne l'aperçois pas non plus. Les fenêtres sont fermées, mais il y a un infime courant d'air à l'intérieur de la pièce. Une chaise est bougée sur le côté, face à la fenêtre. De l'autre côté, je peux apercevoir que les autres fenêtres sont fermées. Un rideau devant la fenêtre ouverte est fermé lui aussi. Et je regarde Frédéric qui dort, et à cet instant-là, je me pose cette question. Est-ce que lui aussi, quand il ferme les yeux et qu'il dort profondément, et que je peux entendre sa respiration et la ressentir en mettant ma main sur son torse, est-ce qu'il peut voir toutes ces choses? Je me retourne vers l'ombre insidieuse et noire qui est en train de clôturer la pièce dans laquelle je suis. Cette ombre insidieuse et noire qui clôture la pièce dans laquelle je suis et qui clôture la moitié de l'autre pièce dans laquelle je ne suis pas. Je la regarde et je regarde Frédéric dormir. Je me demande s'il voit ce que moi je vois, ou alors est-ce qu'il est en train de rêver. Ses yeux, ses sourcils, ses paupières bougent très lentement. Il est en train de rêver de quelque chose, mais de quoi? Je me pose à côté de lui et je me couche à côté de lui. Je vais chercher une couverture blanche que je mets par-dessus nous deux. Je me resserre un peu plus contre lui, je me couche à côté de lui et je lui dis merci en lui murmurant à l'oreille. Et j'éteins les lumières pour partir et venir rester à côté de lui. Ce soir-là, je te regardais dormir, comptant chaque respiration, contemplant chaque respiration. Je te regardais dormir ce soir-là, et je te remerciais en te regardant dormir. Des ficus, des séquoias géants et des bonsaïs qui poussaient en liane le long des murs dans le restaurant. Dans le restaurant, le long des murs, il y avait des séquoias géants, des ficus et des bonsaïs qui poussaient en liane le long des murs blancs, et les petites fleurs blanches qu'il y avait partout autour sur les lianes qui poussaient partout sur les murs. Je te regardais et je t'en remerciais. Je suis resté là, couché par terre à côté de toi, assis sur une chaise. Je suis resté assis sur une chaise pendant longtemps. Et quand je suis resté assis sur cette chaise pendant longtemps, environ 1 minute, peut-être 57 secondes, je t'ai regardé et je suis resté à ton oreille, te remerciant des bonsaïs, te remerciant des ficus, te remerciant des séquoias géants qui étaient en train de pousser en liane dans le restaurant.
C'était juste magnifique. Je te remerciais aussi des petits copeaux de fromage qu'il pleuvait à l'intérieur. Je te remerciais de ces petits copeaux de fromage qu'il pleuvait à l'intérieur du restaurant. C'était comme s'il neigeait. C'était comme s'il neigeait et je te remerciais de ça. Je suis resté à côté de toi un long instant. Un long instant, je suis resté à côté de toi. Je te remerciais de ces petits copeaux de fromage qu'il pleuvait à l'intérieur. C'est comme s'il pleuvait, comme s'il neigeait. Et j'ai regardé ça presque toute la soirée en même temps que je ne regardais tes yeux. En même temps que je ne regardais tes yeux, j'ai regardé ça toute la soirée. Ces petits copeaux de fromage qu'il pleuvait à l'intérieur comme s'il neigeait, qui avaient été confectionnés par le restaurant, qui avaient été confectionnés et faits par la fromagerie juste en face, avec du fromage tel que de la tome de Savoie et tel que de la tome aux truffes. Ce fromage, qui avait été fait tel que de la tome aux truffes et tel que de la tome de Savoie, il en pleuvait des petits copeaux confectionnés en forme de plumes partout autour de moi. C'était comme s'il neigeait, comme s'il pleuvait à l'intérieur du restaurant. Même si c'était peut-être un peu morbide. Même si c'était peut-être un peu morbide, je te remerciais quand même pour la table avec le chandelier. Je te remerciais quand même pour la table avec le chandelier. Je te remerciais pour chaque souffle que tu as laissé, chaque mot, chaque parole, chaque regard. Je te remerciais pour tout ce que j'ai pu voir, la disqueuse en vitrine. J'ai pu voir les porcelaines en vitrine qui étaient exposées. Les porcelaines en vitrine, les services de table qui étaient exposés en vitrine. La disqueuse juste devant et devant l'argenterie qui était soulevée juste devant. Juste devant, il y avait ces couverts, cette argenterie, ce service d'argenterie. Et juste derrière, ce service de porcelaine, ce service de table, qui était soulevé et accroché à un mur derrière une vitrine. Juste devant, il y avait une disqueuse, même si c'était peut-être un peu morbide. Je te remerciais de cette table avec le chandelier. Et aussi, je voulais te dire que je me souviens, quand t'as pris ma main par la paume et par le pouce, et que sur la pierre blanche qui est censée exaucer les vœux à l'entrée, tu as tout simplement pris ma main, par le pouce et par la paume, par en dessous. Tu as déposé tes 4 doigts, et tu as pris ma main. Tu l'as mise sur la pierre, et tu as légèrement appuyé. Tu m'as regardé et tu m'as dit fais un vœu. J'ai fait un vœu. J'ai tout simplement souhaité que ça s'arrête. Que tout s'arrête. Que ça parte une bonne fois pour toutes. Et je me souviens, quand tu as lâché ma main, tu m'as regardé, toi. Toi, tu m'as regardé encore une fois. Tu m'as observé, attentivement. J'avais toujours la main sur la pierre blanche, et tu avais toujours ta main sur mon pouce et sur la paume de ma main. Quand tu as lâché ta main, j'ai repris ma main que j'ai redressée contre moi. Toi, tu as posé ta main sur la pierre blanche. Je ne sais pas ce que tu as souhaité, et je n'ai pas envie de le savoir. Peut-être que tu me le diras, mais ton vœu ne s'exaucera pas. Et tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais le livre d'or qui avait à l'entrée, quand tu as pris ma main par le poignet, quand tu as pris ma main par le poignet et que tu as mis ta main droite sur la mienne, que tu as pris le stylo et que tu l'as mis dans ta main et dans ma main en même temps pour pouvoir écrire, je me souviendrai de ça. Je me souviendrai de ça tout le temps. Quand tu as pris ma main, que tu as posé tes doigts sur la mienne, que tu as pris le stylo et que tu as écrit avec moi. La seule chose que je regardais, ce n'était pas ta main sur la mienne, ce n'était pas les pages du carnet, du livre d'or, ce n'était pas le calepin, le carnet, ou alors le cahier, ce n'était pas le livre d'or que je regardais. La seule chose que j'observais, c'était ta main posée sur la mienne, la sensation que je ressentais, ce que toi tu pouvais ressentir et éprouver, et je regardais la mine du stylo écrire à l'encre blanche. Je regardais la mine du stylo écrire à l'encre blanche. Ensuite, je t'ai regardé toi,
Et quand j'avais écrit mon commentaire, quand toi tu as écrit le tien, je regardais la mine du stylo, écrire à l'encre blanche et à l'encre noire. Et tu sais, je parle peut-être beaucoup trop, mais c'est parce que tu dors. Et comme tu dors, je sais que tu m'écoutes. Mais je me souviens de ton regard. Je me souviens de ton regard quand tu m'as regardé et que tu as commandé. Quand tu as commandé avec moi, je me souviens de ce que tu as commandé, mot pour mot. Mot pour mot, je sais ce que tu as dit. Tu avais commandé un steak au cannabis, du cannabis médical. Je t'ai regardé et je me souviens de ton regard. Tu avais un regard un peu insidieux, sournois. Tu as regardé le serveur, tu lui as rendu le menu. Quand tu lui as rendu le menu et que tu as regardé le serveur, tu m'as regardé moi avec un regard qui était rempli d'amour. Et ensuite, je t'ai regardé toi, avec ton regard insidieux, noir. Avec ton regard qui était insidieux et noir, je me souviens du steak au cannabis médical que tu as commandé. Je me souviens encore de l'odeur. Et je sais pas si tu te souviens, mais ce que j'ai commandé, moi, quand j'ai rendu le menu. Quand j'ai rendu le menu, ce que j'ai commandé, moi, je sais pas si tu te souviens, mais quand je regardais ton regard, quand je regardais tes yeux bleus, je regardais tes yeux bleus, je regardais ton regard, et quand j'ai rendu le menu, quand j'avais commandé un Berlin King hamburger, je t'ai regardé, j'ai inspiré, j'ai expiré, j'ai senti que mes poumons se remplissaient d'air. J'ai senti que mes poumons se remplissaient d'air et quand j'ai commandé le Berlin King hamburger, tu sais pourquoi? Tu sais pas. Non, évidemment que tu sais pas. Je parle peut-être trop, mais je te le dis quand même, c'était pour notre voyage à Berlin. Et oui, c'était uniquement pour ça. Je savais même pas si ça allait être bon ou non. Je savais pas si ça allait être bon ou non, et c'est uniquement pour ça que j'ai fait ça. J'ai même commandé sans regarder la carte. J'ai uniquement pris la première chose que j'ai vue en regardant tes yeux. Et puis, tu sais, la fromagerie boisée dans laquelle on est allé, qui appartient au restaurant. Je me souviens de l'odeur. Je me souviens de l'odeur et de l'endroit. Elle était entièrement boisée. Il y avait des lustres au-dessus. Je sais pas si tu te souviens du présentoir, mais on l'a beaucoup regardé. On a beaucoup tourné autour. Je me souviens des jeunes femmes qui nous servaient. Je me souviens de cette fromagerie boisée, avec les grandes lampes juste au-dessus. Juste au-dessus, il y avait de grandes lampes, des LED, qui étaient assez blancs. Une lumière assez vive et jaune, et on est resté là, plusieurs minutes, avant de rejoindre la table. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on est resté là, assis sur deux chaises, on est resté là un instant. Tu t'en souviens? Moi oui. Je m'en souviendrai toujours. Je sais pas, comme ça, juste comme ça, pour te dire. Et tu te souviens du grand lustre qui était presque très bas? Ce grand lustre qui était presque très bas, il était accroché à une chaîne. Tu t'en souviens? Il était vraiment très bas. Il était accroché à une poulie en métal. J'ai regardé partout dans le restaurant. Il était accroché à une poulie en métal qui avait été peinte en noir. Elle était rouillée, elle avait séché et elle ne fonctionnait plus très bien. Elle ne fonctionnait plus du tout. Elle avait été peinte en noir, elle était rouillée. Les chaînes étaient bloquées à l'intérieur de la poulie. À l'intérieur du système de poulie, les chaînes étaient bloquées. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il était vraiment très bas. Il était presque juste au-dessus du bar. Il avait été fait avec des bois de serre. Il avait été fait avec des bois de serre. Je ne sais pas si tu te souviens non plus. C'était des bois de serre qui avaient été fondus et qui avaient été accrochés. Ils avaient été fondus l'un sur l'autre, accrochés. C'était des bois de serre. Des vrais cerfs qui venaient d'une vraie forêt.
Et les bois de ce cerf, peut-être qu'il y en avait plusieurs. Peut-être qu'il y avait plusieurs cerfs pour faire ce lustre. Mais je pense qu'il y en avait un seul. Je pense qu'il y en avait un seul, ou peut-être trois. Je crois qu'il y avait 3 cerfs qui avaient été utilisés, qui avaient été tués avec un fusil, avec une carabine. Avec une carabine à plomb, ils ont dû tuer 3 ou 4 cerfs pour faire ce lustre. Je sais pas si tu te souviens de comment il était, mais il était très bas, juste au-dessus du bar, accroché à une poulie rouillée qui avait été peinte en noir. Les chaînes étaient bloquées à l'intérieur du système de poulie, elles ne fonctionnaient plus. Et tout ça, c'était au-dessus du restaurant. Des néons avaient été accrochés juste au-dessus, les néons avaient été accrochés sur les bois de cerf. Et ça, tu t'en souviens. Parce que moi, toujours. Et tu te souviens qu'en partant, j'avais insisté. J'avais insisté en partant, en te regardant, en regardant tes yeux. En regardant tes yeux et ton visage, en regardant tes sourcils et tes yeux. J'avais insisté en regardant, en te regardant toi et en regardant dehors, pour qu'on rentre à l'intérieur et qu'on aille acheter un fromage. Tu te souviens de ça? Tu m'as regardé et tu as dit pourquoi pas, en haussant les épaules. En haussant les épaules, en levant les sourcils et en regardant le ciel. À cet instant-là, tu m'as regardé et tu as dit pourquoi pas. Tu t'es juste un peu penché sur le côté et tu as regardé la fromagerie derrière. Tu m'as dit oui. Tu es rentré à l'intérieur. Tu as commencé à marcher entre les tables et entre les services de table. Entre les services de table et entre les tables, tu as marché. Tu m'as attendu. Et quand je suis arrivé, on est parti. Ce soir-là, à la porte, un inconnu a toqué. Quand un inconnu a toqué à la porte ce soir-là, tu as été ouvrir. Tu m'as appelé. Apparemment, il voulait me parler. Et je suis arrivé. Il voulait me parler, apparemment. Et tu m'as regardé. Tu m'as tendu un bras. J'ai pris la paume de ta main. Et j'ai pris tes doigts, j'ai pris la paume de ta main. J'ai pris ta main. Et ensuite, tu m'as un petit peu tiré légèrement vers la porte. Je suis arrivé et j'ai regardé l'homme. Il s'est agenouillé devant moi et a prétendu qu'il était le chirurgien qui avait fait ma chirurgie. Il a prétendu qu'il était le chirurgien qui avait fait la chirurgie de mon opération, et je l'ai regardé. Je lui ai dit: est-ce que c'est vrai? J'étais un peu sceptique au début, mais tu m'as regardé comme si tu voulais lui laisser une chance. À ce moment-là, je t'ai regardé et je t'ai dit: ok, d'accord. Je me suis assis sur une chaise et je lui ai dit de rentrer, en lui mettant un manteau sur les épaules parce qu'il était trempé. Il était trempé et avait un manteau sur les épaules que je lui avais déposé délicatement. Il s'est assis sur une chaise et je l'ai regardé, brièvement. Brièvement, je l'ai regardé et je ne l'ai plus lâché du regard. Tu m'as regardé, moi, et tu as dit que tu pouvais peut-être dire quelque chose, parler, engager la conversation. Alors, pour savoir si c'était vraiment lui, je lui ai servi un verre vide, et j'ai été chercher la carafe d'eau à la cuisine. Je lui ai rempli le verre à moitié. L'homme l'a pris et a bu. Il m'a regardé et il tremblait. Il tremblait légèrement de la main droite et un petit peu de la main gauche. Je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il avait comme moi la maladie de Parkinson. À cet instant, tu t'es tourné vers moi et tu as penché la tête, comme pour me dire que ce n'était pas des questions à poser. Je l'ai regardé et j'ai posé tout un tas de questions pour savoir si c'était lui. À ce moment-là, il s'est agenouillé, juste devant moi, après s'être assis sur le fauteuil. Après s'être assis sur le fauteuil, il s'est agenouillé devant moi, devant la télé. J'étais contre le mur, mais je ne ressentais pas de pitié. Contre la vitre, contre le mur, contre les parois de la maison, je ne ressentais pas de pitié. Il est venu un peu plus près de moi, s'est agenouillé, a enlevé le manteau qu'il avait sur les épaules et l'a déposé par terre. Je lui ai demandé alors une question. Il m'a répondu soudainement: tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, demandez-moi tout ce que vous voulez. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on appelait l'outil coupant avec lequel on coupe les gens pour les ouvrir. Il m'a répondu: un bistouri.
J'ai simplement hoché la tête et je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux tout le long. Tout le long, je suis resté silencieux. Ensuite, je lui ai posé une question et je lui ai demandé la date de mon opération. Il a réfléchi un instant et a répondu juste. Je suis resté toujours aussi silencieux. Quand tu es passé devant moi, tu m'as pris par les épaules et tu as tourné la tête sur le côté. Tu as penché la tête sur le côté, tu as incliné la tête et tu m'as regardé. Tu t'es tourné vers l'homme, tu as fait signe avec ton doigt de lui faire patienter 1 minute et tu m'as regardé. À cet instant-là, j'ai levé la tête au ciel et j'ai regardé le lustre. J'ai regardé le lustre éclairé, les plusieurs éclairages et les plusieurs néons qu'il y avait au plafond, et je t'ai regardé toi. Tu m'as dit, laisse-lui une deuxième chance. Je lui en ai laissé une première. C'est pas assez. Et tu m'as regardé. Je me suis assis. Et j'ai posé des questions. J'ai parlé avec lui. Mais je suis resté froid et je suis resté de marbre. Je suis resté froid et je suis resté de marbre. Je me suis servi un verre d'eau, je suis parti. Je me suis appuyé contre la vitre. Il y avait ma silhouette mouillée à cause de la pluie qui était contre la vitre. Contre la vitre, il y avait ma silhouette mouillée qui était appuyée contre la vitre, car je suis sorti dehors un instant pour parler avec lui en privé. Quand on est rentré, je me suis appuyé contre la vitre, et là est apparue ma silhouette, couverte de gouttes d'eau. Couverte de gouttes d'eau, là est apparue ma silhouette sur la vitre. Quand je me suis relevé, je lui ai posé des questions. Il s'est assis et a répondu juste à toutes les questions. Effectivement, c'était lui. Alors je lui ai dit de partir tout de suite, immédiatement, avant que je n'appelle la police. Je n'ai pas appelé la police, il est parti sans rien dire, a repris sa mallette. Et il n'est plus revenu, il a repris sa mallette, et est parti sans rien dire. J'ai fermé la porte et je l'ai regardé par la fenêtre. À cet instant-là, tu t'es tourné vers moi. Et je t'ai dit, quoi? En haussant les épaules. Tu as incliné la tête, tu as haussé les épaules, et tu m'as regardé. Tu as dit rien. Tu as croisé les jambes et tu t'es assis sur le fauteuil. L'homme a insisté pour venir re-rentrer. L'homme a insisté pour venir re-rentrer et je l'ai regardé. Quand il est rentré, finalement, j'ai ouvert la porte. Tu étais derrière moi et tu m'as regardé. J'ai ouvert la porte, mais quand il est rentré, il m'a vu faire le tour de tous les murs et éteindre toutes les lumières. Il m'a vu faire le tour de tous les murs et éteindre toutes les lumières. J'ai éteint la télé par la même occasion. J'ai essuyé le fauteuil et il s'est assis, au même endroit qu'il s'était assis avant. Les jambes dressées devant lui et pliées, en angle droit à 90 degrés, assis juste devant moi. Je lui ai posé le même verre d'eau que je lui avais posé quand il était venu la première fois. Je l'ai rempli avec la carafe d'eau. L'homme ne l'a pas saisi. Il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris en main. Il l'a juste gardé sur ses jambes, mais il n'a pas bu. Je l'ai vu et je l'ai regardé, attentivement. D'abord, je l'ai regardé dans un silence. Perplexe, je suis resté devant lui. Il n'y avait que le lustre qui était allumé. Il éclairait quelque peu la pièce. Quelque peu il éclairait la pièce, mais toutes les autres lampes étaient éteintes. La télé était éteinte par la même occasion, et les rideaux étaient fermés. Les rideaux opaques et les rideaux blancs que je mets par-dessus. Les néons qu'il y avait au plafond étaient éteints, et les pierres grises sur les murs, elles restaient grises. Les pierres grises sur les murs restaient grises, et les murs gris avec les grosses pierres noires restaient noirs. L'ambiance était tendue, sombre et sobre. Je te regardais toi dans un coin de la pièce, appuyé contre un mur noir. Tu étais appuyé contre un mur noir, mais assis sur une pierre grise. Assis sur une pierre grise, appuyé contre un mur noir, je te regardais. Tu as incliné la tête et tu m'as dit d'être un peu plus gentil, un peu moins sévère. Tu t'es levé et tu es venu t'asseoir à côté de moi. L'homme s'est excusé et a commencé à s'expliquer. Il s'est expliqué sur ce qui s'est passé pendant l'intervention, pendant la chirurgie. Lors de mon réveil, j'ai dû retourner au bloc. J'ai dû retourner au bloc opératoire lors de mon réveil, parce qu'il n'avait pas tout remarqué. Il s'est expliqué pendant de longues heures et je l'ai écouté. À certains moments, j'avais envie de lui dire de la fermer. À certains moments, j'avais envie de lui dire de la fermer, mais je me suis retenu. Quand j'avais envie de lui dire de la fermer, d'arrêter de parler,
je regardais le lustre. Ou alors je te regardais toi dans le coin de la pièce. Je te regardais toi dans le coin de la pièce, et ensuite je regardais le lustre. Ça éclairait mes yeux, et ça m'éblouissait. Ça m'éblouissait, ça éclairait mes yeux, et ça me donnait presque envie de pleurer. Alors ça faisait comme si j'avais de la pitié pour lui. Il continuait à parler. Je ne sais pas s'il avait confiance, ou si je pouvais prêter confiance à cet homme. Je ne sais pas si je pouvais prêter ma confiance à cet homme, ou alors si je pouvais rester là simplement sans rien dire, fixant le lustre et te regardant toi, pour faire comme si j'avais de la pitié pour cet homme. Mais je n'avais pas confiance en lui. Peut-être que lui, il en avait en moi, mais je l'ai regardé. Il est resté là longtemps et s'est expliqué. Il s'est expliqué longtemps sur un long parchemin qu'il avait écrit. Il avait une écriture parchemin, une écriture de médecin, une écriture sale, moche et désordonnée. À cet instant-là, j'ai reconnu mon écriture. J'ai reconnu mon écriture sur un petit bout de papier blanc sur le côté, qui était propre, droite, alignée. Lui, c'était une écriture parchemin, moche, sale et désordonnée. Je l'ai regardé et j'ai haussé les épaules. J'ai pensé dans ma tête tout bas que ce n'était qu'un médecin. À cet instant-là, je l'ai regardé, et il continuait alors à s'expliquer sur tout ce qui s'était passé. Je fixais les lampes, je regardais dehors, et j'ai admiré la pluie. Pendant un long moment, il m'expliquait ce qui s'était passé, et moi j'écoutais sans trop écouter. J'écoutais le bruit de la pluie, les orages, et je t'écoutais toi respirer. J'écoutais ta respiration, tu respirais assez fort, je ne sais pas si tu étais stressé. J'écoutais le bruit de la pluie, et j'écoutais la pluie et les gouttes d'eau qui frappaient contre les murs. Les gouttes d'eau qui frappaient contre les murs et contre les vitres. Je regardais dehors et de temps en temps, je l'écoutais sans trop l'écouter. Il continuait à parler comme s'il parlait à un mur. Mais j'étais là. J'étais là donc il ne parlait pas tout seul. À cet instant-là, il s'est expliqué sur tout ce qui s'est passé. J'ai fini par le pardonner au bout d'une petite demi-heure. Au bout d'une petite demi-heure, tu es venu à côté de moi, tu as mis ta main sur mon épaule, et j'ai fini par le pardonner. Je t'ai vu soupirer dans le coin. Tu t'es levé, et tu as dit que c'était ridicule. Tu as mis fin à cette discussion. Tu m'as regardé et tu m'as pris par l'épaule, tu m'as parlé un instant. Tu as dit que je devais m'asseoir, à la chaise. Je me suis assis à la chaise, sur la grande table, et tu m'as parlé, en te posant sur le côté avec la chaise un peu décalée sur le côté près de la fenêtre. Tu m'as parlé et tu as dit que c'était ridicule, que ça ne menait à rien, que ça tournait en rond, que ça tournait en boucle, que ça ne faisait faire qu'une spirale. Tu m'as dit que ça ne faisait faire qu'une spirale, que ça prenait de l'ampleur et que ça ne faisait qu'une boucle. Je t'ai regardé, et j'ai dit que c'était quand même la personne qui m'avait enlevé mes mains. Tu m'as pris mes mains, soigneusement. Soigneusement, tu m'as pris mes mains, tu les as serrées. Tu m'as regardé, et tu as dit que cette personne ne t'a pas enlevé tes mains parce qu'elles étaient toujours là. Certes, tu m'as dit qu'elles tremblaient, mais elles sont toujours là. Alors j'ai regardé l'homme et je me suis tourné. Je me suis tourné et je me suis accroché au dossier de la chaise. J'ai regardé le lustre, j'ai été ébloui et j'ai un peu pleuré, mais c'était à cause de la lumière. J'ai regardé l'homme et je me suis assis. J'ai été le voir avec toi. Quand j'ai été le voir avec toi, tu t'es posé à côté de moi, et tu as dit qu'on ne décidera pas de porter plainte pour faute professionnelle. Alors je me suis posé à côté de toi, j'ai gardé ma main sur ton épaule, et j'ai dit on ne portera pas plainte pour faute professionnelle. Ce genre de choses, ça arrive. Tu m'as souri et tu es resté à côté de moi. Tu m'as murmuré quelque chose à l'oreille. L'homme a demandé de savoir ce que c'était. Et j'ai tout simplement dit qu'il avait dit qu'il pensait comme moi. J'ai dit à l'homme que tu avais dit que tu pensais comme moi. On ne va pas porter plainte pour quelque chose qui arrive, c'est une faute professionnelle. Cela tournait au ridicule. Cela tournait au ridicule, alors j'ai regardé l'homme et je lui ai dit que c'était stupide, inutile, et que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien si ce n'est que de faire une boucle ou alors une spirale. Il m'a regardé, soulagé, il a inspiré, expiré. Il a gonflé ses poumons d'air et m'a regardé. Il m'a dit merci, s'est mis à genoux, et m'a pris par le bassin. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que ce n'était rien et que ça arrivait. Mes mains tremblaient toujours et mes mains tremblaient sur sa poitrine. Mes mains tremblaient sur sa poitrine, sur son épaule, et je lui ai dit que ça arrivait.
Il pouvait retourner tranquillement chez lui. Rien ne lui arriverait. Personne n'allait toquer à sa porte. J'ai fermé les lumières, j'ai rallumé toutes les autres, j'ai éteint le lustre. Je me suis assis et tu es venu à côté de moi. Tu as dit que tu étais fier de moi, tu m'as félicité. Tu m'as félicité pour ma franchise et pour être passé au-dessus de mes peurs et de mes envies. À ce moment-là, je me suis tourné vers toi. J'ai dit qu'à ce moment-là, mes peurs et mes envies, c'était tout simplement ma peur, c'était de laisser partir quelqu'un qui avait fauté, et mon envie, c'était de me venger. Tu m'as regardé et tu as dit que j'étais passé au-dessus de mon envie de me venger et de laisser partir quelqu'un qui avait fauté. Je t'ai regardé et je me suis assis sur le fauteuil. J'ai posé mes mains sur la table et tu as mis tes mains sur les miennes. J'ai regardé la télé qui était éteinte et dehors j'ai écouté les bruits de la pluie. J'ai écouté le bruit de la pluie et tu t'es tourné derrière moi. Derrière moi tu t'es tourné, tu as regardé la pluie et tu m'as dit qu'est-ce que tu écoutes comme ça en me regardant dans les yeux. Tu t'es un peu plus avancé, tu t'es appuyé sur tes jambes et tes pieds et tu as regardé mes yeux. Et tu as dit qu'est-ce que tu regardes. Mes yeux verts étaient un peu plus foncés à cause de la lumière qui était éteinte. Et tu m'as regardé. Posant ta main sur mon visage, tu as dit tes yeux sont plus foncés. Je t'ai répondu que c'était à cause de la lumière. À ce moment-là, tu as dit tu écoutes la pluie et j'ai hoché la tête d'avant en arrière pour te dire que oui, j'écoutais la pluie. Je me suis retourné délicatement sur le côté et j'ai regardé la pluie à l'arrière. Quand j'ai regardé la pluie à l'arrière, tu as fait comme moi et tu as dit pourquoi tu écoutes la pluie. Je sais pas, c'était comme tout à l'heure quand je pleurais, sauf que la pluie était sur le bord de mes yeux. À cet instant-là, tu m'as dit que c'était une belle métaphore. Je me suis redressé et je me suis mis à côté de toi. Un peu plus tard, j'ai regardé par terre et j'ai vu mes chaussures. J'ai regardé par terre et j'ai vu mes chaussures noires qui étaient juste en dessous de mon PC. Appuyées sur le sol, mes chaussures noires étaient par terre. La semelle était blanche, mes chaussures étaient noires, les lacets étaient rouges. La marque Nike était... Mes chaussures étaient noires, mes lacets étaient blancs. Je voyais que la semelle était brune avec une fine ligne blanche. La marque Nike, le logo Nike, était rose pâle, comme une rose qui pousserait dans un jardin. Je t'ai regardé et je t'ai dit merci. Je ne sais pas pourquoi, je me suis ensuite tourné vers la pluie. Ce soir-là, tu m'as conduit chez mes parents à Seattle. Tu as pris une route qui passait au-dessus d'un lac. Tu as pris une route qui passait au-dessus d'un lac à l'eau noire et à l'eau bleue marine, bleu fantôme. Et j'avais l'impression que ce lac, c'était juste un vide. J'avais l'impression que ce lac, c'était un vide à cause de l'eau foncée bleu marine, presque bleu fantôme. J'ai regardé le ciel de nuit, qui était entièrement noir. Il n'y avait que quelques constellations, quelques planètes et quelques étoiles blanches qui illuminaient le ciel. Mis à part ça, le ciel était entièrement noir, difficile à distinguer avec l'eau du lac, qui elle aussi était très profonde, tellement profonde qu'elle en était bleu marine. Presque bleu fantôme, presque noir entièrement. Il y avait cette route de béton qui passait et qui frôlait les côtés. Cette route de béton qui passait juste au milieu, cette grande route de béton qui passait au milieu avec les marques blanches sur la route pour diviser la route en deux, passait sur les côtés d'une falaise grise, et cette falaise grisâtre presque noire, je l'ai regardée intentionnellement pendant tout le voyage. C'était une falaise grisâtre. Pendant tout le voyage, je l'ai regardée intentionnellement, comme si j'avais l'impression qu'elle allait s'effondrer, qu'elle allait se détruire, qu'elle allait tomber sur nous. J'avais l'impression qu'elle allait tomber sur nous pendant tout le voyage. Je la regardais intentionnellement, comme si mes yeux étaient collés à cette falaise. Pendant que toi tu roulais sur la route, et que la voiture allait peut-être vite, ou peut-être pas. Je regardais le lac, comme si l'eau était en train de nous suivre, et que plus on avançait sur cette route, plus j'avais l'impression que le lac s'agrandissait. La lune était pleine, il faisait pleine lune dehors, et il faisait froid. À certains moments, je regardais l'eau sur le pare-choc et le pare-brise de la voiture. À cet instant-là, je sentais que tu conduisais très vite. Je sentais que tu conduisais très vite quand je regardais à l'avant le pare-choc de la voiture, l'avant de la voiture, la calandre et les gouttes d'eau sur les fenêtres.
Quand je regardais les gouttes d'eau sur les fenêtres, la calandre de la voiture et le pare-choc de la voiture, je regardais tout ça et je voyais que tu conduisais très vite. Tu avais l'air pressé et tu avais un regard furieux à l'avant. Les mains sur le volant, les mains droites, tu avais l'air furieux et énervé. Je ne t'ai pas parlé, je ne t'ai pas posé de questions parce que tu avais l'air énervé. Alors je regardais dehors et je continuais. Je continuais à regarder dehors. Je continuais à observer le lac. Le lac, si noir, si bleu foncé, bleu marine, bleu fantôme, que je n'en apercevais même plus les couleurs. Il y avait la lune blanche qui éclairait comme une lumière toute l'intensité du lac. Toute l'intensité du lac était incendiée par la lumière blanche de la lune. Et moi, j'étais en train de regarder ça pendant que toi tu conduisais. Direction Seattle. Direction Seattle que tu m'avais dit en partant. J'avais fait mes bagages, mes valises, et tout avait été déposé dans le coffre. On était en train de partir et j'ai aperçu les lumières de Seattle, de la ville, un peu plus loin. On était encore sur la route. Le lac était très grand, tellement grand que quand on est arrivé à la route, il y avait un pont. Nous sommes arrivés alors dans le noir quand nous étions dans le pont, éclairés par des lumières rouges, rougeâtres et jaunes. Éclairés par des lumières rougeâtres et jaunes, orangeâtres et un peu claires, à l'intérieur du pont. J'ai regardé. J'étais plongé dans le noir, et je me souvenais encore de ces images que j'avais du lac. Un lac noir éclairé par les lumières et par les feux de la lune. Éclairé par les feux de la lune comme un artifice, j'ai regardé ça partout autour de moi. Les rochers qui étaient prêts à s'effondrer, j'entendais les moindres fissures qu'il y avait à l'intérieur. J'entendais la faune et la flore derrière qui étaient peut-être cachées, et je te regardais conduire les mains sur le volant. Et je me disais que moi, avec ces mains qui tremblent, je ne pourrais jamais faire ça. Peut-être qu'un jour tu m'apprendras tout simplement à faire une petite... Peut-être qu'un jour tu m'apprendras tout simplement à faire une petite manœuvre, à avancer juste d'un pas avec une voiture. Ou peut-être pas. J'ai pris mes mains et je les ai posées sur mes genoux. Je les ai retournées les paumes vers le haut, et je me suis dit peut-être qu'un jour tu m'apprendras. Peut-être pas, peut-être non, on verra bien. J'ai levé les yeux, et j'ai vu au-dessus, sur le toit ouvrant, qu'il faisait nuit. Ce soir-là, Frédéric, tu es resté dans un coin de la pièce. Ce soir-là, Frédéric, tu es resté dans un coin de la pièce et tu m'as regardé de loin. Je suis venu m'asseoir à côté de toi et je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais. Tu as dit que tu ne voulais pas déranger. Je t'ai pris par la main et j'ai dit mais enfin tu ne déranges pas. Tu es venu un peu plus près et tu t'es assis à la table. Mes parents t'ont regardé et m'ont demandé ce qu'il y avait. Tu levais les yeux au ciel comme si tu n'avais rien entendu et tu regardais la fenêtre. J'ai vu que tu évitais tous les regards et que tu évitais de regarder en plein milieu de l'appartement, comme pour faire comme si c'était chez toi. Je t'ai pris par la main en dessous de la table et je t'ai dit « Mais enfin, reste !» Et tu m'as regardé. Tu as évité mon regard une nouvelle fois. Tu as regardé par la fenêtre. Quand je t'ai pris par la main et que j'ai posé ma main sur ta jambe, tu m'as regardé, tu as souri. Et tu es tout simplement reparti à l'endroit où tu étais. Tu t'étais assis sur une chaise cassée que mon père devait renouveler depuis longtemps. Mon père devait réparer cette chaise depuis longtemps, elle était cassée, mise par terre. Les pieds avaient été enlevés, le dossier avait été enlevé. Toi, tu t'étais posé dessus, tu t'étais assis dessus. Et je suis venu m'asseoir par terre à côté de toi. J'ai mis mes mains sur mes genoux et je t'ai regardé. Quand j'ai mis mes mains sur mes genoux, je t'ai regardé. J'ai croisé les mains en croix juste devant moi, le poignet gauche sur le poignet droit. Et je t'ai regardé et je t'ai dit « Pourquoi tu essayes d'éviter tout le monde ?» Tu m'as dit que tu ne te sentais pas chez toi ici, et que tu n'allais pas tenter de te sentir chez toi. Je t'ai regardé et je t'ai dit « Tu vis avec moi ?» Tu m'as regardé et tu m'as dit « Oui, je vis avec toi, oui. » Et à cet instant-là, je t'ai dit que si tu vivais avec moi, ce qui était le cas, tu vivais avec moi. Ça veut dire que autant chez moi que chez toi, l'un est chez l'autre. Tu m'as regardé d'un air pas sûr de toi, et je t'ai dit que autant l'un chez l'autre, autant celui qui vivait avec l'autre était chez la personne quand il venait chez les parents. Tu m'as regardé et tu as dit « Oui, tout à fait.
À cet instant-là, je t'ai pris par la main et je t'ai levé. Je t'ai levé, je t'ai pris par la main, tu t'es redressé, tu t'es mis devant moi. Et j'ai dit, comme je vis avec toi en colocation dans un appartement, quand tu viens chez mes parents, tu es tout à fait chez toi. Tu m'as pris par la main et tu m'as regardé. Tu m'as regardé avec un regard incertain. J'ai vu que tu avais envie de dire mais quand même, et tu l'as dit. Tu l'as dit, tu as dit mais quand même, et là je t'ai regardé. Je t'ai regardé un peu plus intensément, et j'ai dit ne le dis pas. Tu m'as regardé, tu as penché la tête, tu as fermé les yeux. En gardant les yeux fermés, tu as dit mais quand même. Là je t'ai vu et je t'ai dit mais quand même quoi? Tu as dit eh ben c'est chez toi. À ce moment-là, je suis venu à côté de toi, et j'ai dit on est peut-être juste colocataires, mais colocataire est un grand mot pour dire qu'on vit ensemble. À cet instant-là, quand tu m'as dit que colocataire était un grand mot pour dire qu'on vivait ensemble, j'ai dit que tu étais autant chez toi que chez moi, chez mes parents. Et moi, à l'inverse, j'étais autant chez moi que chez toi quand on est chez tes parents. Tu m'as regardé et tu es reparti t'asseoir. Je suis revenu, et je t'ai pris par la main, je t'ai poussé à venir jusqu'à la table. Tu t'es assis et tu as dit que tu ne voulais pas prendre de place, tu ne voulais pas embêter. Mes parents t'ont regardé et ont dit que tu n'embêtais personne. Tu n'embêtais personne, tu n'embêtais quiconque dans cette maison, tu n'embêtais quiconque, personne. Alors je t'ai regardé. Et finalement, tu as installé tes bagages. Tu as installé tes bagages, tu as installé tes vêtements, tu as installé tout ce que tu voulais mettre, et tu t'es installé dans la chambre. Je suis venu après quelques minutes. La bagage, la voiture, était parquée. La voiture était parquée, les bagages étaient ouvertes, et la valise était en dessous du lit, fermée. Les vêtements étaient dans l'armoire. Tu étais assis sur le lit et tu regardais tout ça, comme si tu avais commis une faute. Comme si tu avais commis une faute, la bagage qui était ouverte, la valise qui était sous le lit, fermée, la voiture garée devant, tu regardais tout ça comme si tu avais commis une faute. Je me suis assis à côté de toi et j'ai dit « Tu ne commets rien de grave, tu ne commets pas de faute, tu es chez toi. » À cet instant-là, tu es revenu, tu t'es assis exactement au même endroit. Quand je suis arrivé, la pièce était plongée dans le noir. Quand je suis arrivé, la pièce était plongée dans le noir et je t'ai regardé. Tu étais les jambes croisées. Tu étais les jambes croisées au milieu de la pièce était plongée dans le noir, et quand je suis arrivé, je t'ai vu. Je me suis mis devant toi, les jambes croisées. Je me suis retenu en arrière avec mes bras tendus et mes paumes contre le sol, les paumes de mes mains contre le sol, les bras tendus, mes poignets appuyés en arrière. Je me suis retenu devant toi. Je t'ai regardé et j'ai soulevé ton visage par le menton. J'ai soulevé ton visage par le menton en posant délicatement ma main, juste en dessous de ton visage. Avec mon index, j'ai fait le tour de ton visage, sur tes paumes, sur tes pommettes, sur les paumes de ta main, sur tes pommettes, sur tes bras, le long de tes bras, le long de tes clavicules, de tes épaules, et le long de ton visage avec mon index. J'ai passé ta silhouette avec mon doigt, et je t'ai regardé. Je me suis posé à côté de toi, et j'ai passé ma silhouette avec mon doigt. Quand je me suis assis, par terre, je t'ai expliqué, tu te souviens de la théorie du toxicomane? Et tu m'as regardé avec un regard incertain. Tu m'as regardé avec un regard incertain, et puis une nouvelle fois, j'ai fait ce que j'avais fait. J'ai fait ce que j'avais fait une nouvelle fois. J'ai passé mes mains le long de tes bras, le long de tes deux bras, et j'ai mis mes mains sur les paumes de tes mains. Sur les plis de tes poignets appuyés contre le sol, j'ai mis mes mains, et j'ai passé mon doigt le long de ta silhouette jusqu'à ton visage, sur tes pommettes, sur tes fossettes, sur ton menton, en dessous de tes yeux, sur le contour ovale de ton visage, et je t'ai regardé. Je t'ai expliqué la théorie du schizophrène. Je t'ai expliqué la théorie du schizophrène ou alors la théorie du psychopathe, et tu m'as regardé. À cet instant-là, tu m'as regardé d'un air incertain. D'un air incertain, tu m'as regardé, et tu m'as demandé c'était quoi la théorie du schizophrène, du psychopathe,
ou alors du serial killer. Je t'ai regardé et j'ai dit les théories sont différentes à chaque fois. Je t'ai regardé et j'ai dit que la théorie du serial killer, du psychopathe et du tueur en série sont des théories différentes. Le tueur en série, le trauma, vient de son enfance. Je t'ai expliqué que le tueur en série, le trauma vient toujours de son enfance. Le serial killer, il n'a pas de but précis. À ce moment-là, tu as commencé à te calmer. Je sentais que tu commençais à te calmer et je sentais très lentement ta respiration qui commençait à partir. Ta respiration commençait à partir très lentement et devenait un peu plus lente. Je disais que le serial killer, lui, ça venait d'un trauma, un trauma enfantin durant l'enfance. À cet instant-là, je t'expliquais que le serial killer et le tueur en série, c'était différent. Le tueur en série, ça pouvait être un trauma enfantin durant l'enfance. Le serial killer, ça pouvait être la même chose, mais c'était plus rare. Je t'ai expliqué que le serial killer et le tueur en série, c'était presque la même chose. Je t'ai dit ensuite que la théorie du toxicomane, c'était comme la théorie du tueur. Le toxicomane, je t'ai dit qu'il cherchait inconsciemment à trouver une raison à ce qui se passait. Tu m'as demandé alors, par rapport au tueur en série, au psychopathe et au serial killer, quel était le point commun. Je t'ai dit que le point commun entre un serial killer, un psychopathe et un tueur en série, c'est que leur cerveau cherche inconsciemment à s'évader, à trouver un lien avec ce qui se passe, pour pouvoir échapper à la réalité. Et j'ai dit que ce que tu étais en train de faire maintenant, c'était pas de profiter de ce qui se passait, c'était d'échapper à la réalité. Tu fais comme les psychopathes, les tueurs en série et les serial killers. Tu cherches une issue de sauvetage, une porte quelque part dans ton conscient pour partir. Tu essayes tout bonnement de trouver un mécanisme avec ton cerveau qui essaye de te convaincre d'une fausse réalité. Je t'ai dit qu'une fausse réalité, c'était comme mentir. C'était une fausse vérité. Tu m'as regardé avec un regard incertain et je t'ai dit qu'une fausse vérité, c'était un mensonge. Quelque part, le mensonge, c'est une réalité fictive. Je t'ai expliqué que le mensonge, quelque part, c'était une réalité fictive inventée, d'où le terme de mensonge, qui est le terme le plus basique, mais il y a aussi réalité inventée. Et je t'ai expliqué comment fonctionnent les psychopathes, les tueurs en série, les serial killers, les schizophrènes et aussi les personnes, les toxicomanes. Ils cherchent à s'inventer des mécanismes dans le cerveau pour pouvoir échapper et trouver une issue de sauvetage. Ce soir-là, on marchait dans la rue. On marchait dans la rue ce soir-là et je t'ai expliqué que la bipolarité, les schizophrènes, les junkies, ou alors les personnes comme moi qui ont cette maladie. Je t'ai expliqué que les personnes comme moi qui ont cette maladie, des maladies mentales comme la bipolarité, ou alors comme être junkie. Comme être junkie, comme être quelqu'un qui prend de la drogue. Je t'ai expliqué que tu pouvais lire le livre qui s'appelle L'herbe bleue. Tu m'as demandé de quoi ça parlait et je t'ai dit que l'herbe bleue parlait d'une jeune fille de 14 ans, 16 ans, peut-être 18 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement, mais l'herbe bleue parle d'une jeune fille de 18 ans, 16 ans, peut-être 17 ans, qui prend de la drogue et qui était accro à la drogue. Tu m'as regardé et quand je t'ai parlé de ça, de l'herbe bleue, ce livre, tu as directement été voir sur Internet. Tu as pris ton GSM, ton smartphone, et j'ai continué à parler. J'avais l'impression de parler dans le vide, mais tu étais tout de même intéressé à ce que je disais, vu que tu étais parti chercher dans ton GSM le livre. Tu étais parti chercher le nom du livre et j'ai continué à parler de la bipolarité. J'ai continué à parler des bipolaires, des personnes bipolaires, des personnes qui sont schizophrènes, des personnes qui sont toxiques, et je t'ai parlé des personnes comme les junkies, les personnes qui prennent de la drogue. Les personnes qui prennent de la drogue, les junkies, toutes ces personnes, les toxicomanes, les junkies,
Je t'ai dit que ce ne sont que des maladies mentales, et que quand les personnes qui ont des maladies mentales, les junkies, les bipolaires, les schizophrènes, je t'ai dit que c'était comme moi. C'était comme avoir Parkinson. C'est des maladies mentales. Et le cerveau n'a que 3 issues pour pouvoir s'échapper. Et qu'un junkie, quand il n'est pas dans son environnement naturel, quand il n'a pas la drogue, quand il n'a pas ce qu'il veut, qu'il n'a pas la drogue, la dose qu'il lui faut, un junkie cherche inconsciemment à partir quelque part. Et je t'ai dit que le cerveau cherche inconsciemment une issue. Il cherche une issue. Et je t'ai dit que chercher une issue pour un schizophrène, un junkie ou alors un bipolaire, chercher une issue pour partir, il n'y en avait que 3. L'humain n'avait que 3 issues. La peur, la fuite ou se battre. Et je t'ai dit que cette issue, c'était comme mourir dans un crash d'avion. Je t'ai dit que cette issue, c'était comme mourir dans un crash d'avion. Tout simplement, l'avion s'écrase dans l'eau et à ce moment-là, tout le pilote, toutes les personnes avec le pilote te demandent d'ouvrir ton canot de sauvetage. Je te regarde sous la pluie, les cheveux trempés, et je t'explique cette théorie, que les maladies mentales, c'est comme mourir de cette façon dans un avion. Toutes les personnes avec le pilote qui se trouve dans l'avion te demandent d'ouvrir ta bouée de sauvetage et le canot de sauvetage, sauf que tu y es accroché. Et plus l'avion s'enfonce dans l'eau, plus l'eau commence à monter. Et toi, tu as ton canot de sauvetage qui est accroché à ton buste, à ton torse. Et plus l'eau monte, plus elle va commencer à monter. Tu vas finir par t'écraser sous toi et à étouffer. Là, ton cerveau va chercher inconsciemment à prendre la fuite. Soit tu vas te battre jusqu'à t'en épuiser. Et je t'explique que soit tu vas te battre jusqu'à t'en épuiser, soit tu vas essayer de fuir la situation et d'abandonner. Soit tu vas essayer de partir et tout simplement tu auras peur. Tu m'as regardé et je t'ai expliqué que c'était ça un peu. C'était un peu ça qui s'était passé quand tu étais chez moi. Un homme s'est présenté à la porte avec une mallette vide et des images d'une maison. Il nous a demandé de rentrer et il nous a dit que cette maison était utilisée pour des études. Une grande villa blanche à laquelle il y avait un portail et une entrée plutôt grande. Il nous a dit qu'elle était utilisée pour des études et qu'en cas d'études comme Parkinson, la maladie que j'avais, il fallait la prendre, emménager, qu'il n'y avait pas de loyer, juste s'installer dedans, et que c'était bon. On a regardé l'homme avec un air impressionné. Il fallait juste s'installer dans la maison, avec un grand portail et une grande porte, une grande maison comme celle-là. Même pas de loyer, on s'y installe et c'était fini. À l'intérieur, l'homme s'est installé. Il s'est posé sur une table et nous a regardés. Il a posé plusieurs photos. Devant nous. Et quand on a regardé ces photos, on a vu une maison. On a vu une maison très blanche, très sublime, très délicate. Et cette maison, très blanche et sublime, délicate, on l'a remarqué. Elle avait un portail et un petit portillon sur le côté pour passer. On a regardé la maison, elle était grande, énorme, blanche. Il y avait plusieurs fenêtres à l'avant. À l'avant, il y avait plusieurs fenêtres, il devait y en avoir 4 d'un côté et 4 de l'autre. Au-dessus, il devait peut-être y avoir 3 fenêtres. J'ai regardé la maison un instant, et je lui ai dit que ce n'était pas possible qu'une maison pareille soit faite pour des études. À cet instant-là, il m'a regardé. Il a incliné la tête sur le côté. J'ai vu qu'il a redressé son costume. Il a redressé son costume noir un peu plus, son costume 3 pièces qui avait été fait sur mesure. Son costume qui avait été fait sur mesure, il l'a redressé un peu plus et a redressé ses manches vers l'arrière. Quand il a redressé ses manches vers l'arrière, il m'a regardé. Et il a dit que la maison avait été créée justement pour les études, et que ce n'est pas parce qu'elle était belle et grande qu'il y avait un portail et un portillon pour passer sur le côté qu'il fallait qu'elle soit payée par les personnes qui habitent à l'intérieur.
C'était pas une maison comme les autres, c'était une maison qui faisait partie d'un centre médical. Il nous a expliqué que cette maison, ce n'était pas une maison comme les autres. Elle fait partie d'un centre médical et a été construite en même temps que ce centre. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je lui ai seulement posé une seule question. C'est est-ce que je pouvais continuer à vivre ma vie? Il m'a regardé et s'est exprimé ainsi. Quand je lui ai dit est-ce que je pourrais continuer à vivre ma vie normalement, il m'a dit tu pourras vivre ta vie normalement. En me regardant, il m'a dit est-ce que je peux te tutoyer? Quand il m'a dit est-ce que je peux te tutoyer, je lui ai dit tout à fait, vous pouvez me tutoyer. À cet instant-là, j'ai vu, Frédéric, toi, que tu t'es tourné vers lui. Tu l'as regardé, tu as incliné la tête comme tu le faisais pour moi. Tu as regardé dehors la voiture qui était garée sur le côté, et j'ai vu que tu as tendu la clé. J'ai vu que tu as tendu la clé de la voiture vers la porte. Tu t'es levé, tu es allé à la vitre, tu as mis ta main tu as mis ta main contre la vitre et tu as pris la clé dans ta poche. Tu as mis la clé de ta voiture contre la vitre. J'ai entendu le bruit, mais c'était petit. C'était un petit bruit, j'ai entendu le bruit, et puis ta main contre la vitre, tu t'es tenu en équilibre. Tu t'es tenu en équilibre avec la vitre en gardant ta main, les pieds joints. Les pieds joints l'un contre l'autre, et face à la vitre, ta main contre la vitre et la paume de ta main appuyée dessus. Tu as mis la clé de la voiture contre la vitre et tu as fermé la voiture. Tu es revenu t'installer et tu as dit où en étions-nous? Je t'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai regardé la lampe un instant. Cela a fait verser une larme le long de mon œil. Cela a fait verser une larme le long de mon œil et j'ai regardé l'homme. Je lui ai dit oui, où en étions-nous? Répétant ta phrase, pour t'innocenter. Pour t'innocenter, j'ai répété ta phrase et j'ai dit oui, où en étions-nous? L'homme révéla alors ensuite l'identité de la maison. L'homme révèle alors ensuite l'identité de la maison qui faisait partie d'un centre, un centre hospitalier. Et alors toi, tu es venu à côté de moi et tu as dit cette maison fait partie d'un centre hospitalier. L'homme t'a répondu que oui, elle avait été construite en 1996, en même temps qu'un centre hospitalier, qui avait lui aussi été construit le jour suivant, en 1996, avec cette maison. Cette maison accueille maintenant des gens qui sont atteints de maladies mentales et les études se font à l'intérieur. Tu as donc posé la même question que moi, sans le savoir, ou alors peut-être que tu m'avais entendu. Peut-être que tu m'avais entendu, mais tu as posé la même question que moi. C'est est-ce qu'on pourra continuer à vivre notre vie normalement? L'homme t'a regardé et a dit comme il l'avait dit à moi. Comme tu avais posé cette question et comme il l'avait dit à moi, il t'a regardé et il a dit oui, tout à fait, vous vivrez votre vie, tous les deux, dans cette maison, comme vous la vivez avant, à l'exception qu'il y a une femme qui passera tous les jours analyser et faire des tests à votre ami. Là, tu t'es tourné vers moi. Quand il a dit qu'une femme allait passer tous les jours faire des tests à notre ami, tu as dit quel genre de test? Il a simplement répondu des genres de tests qui nous aideront à guérir sa maladie. Je t'ai souri, tu as regardé l'homme, tu lui as ouvert la porte et tu as dit merci de ta visite. L'homme s'en est allé, a pris sa voiture et on a regardé par la fenêtre quand il est parti. Le jour suivant, l'homme est revenu. L'homme est revenu le jour suivant avec un chèque en main. Il l'a posé sur la table tout de suite. Il a posé le chèque tout de suite sur la table et il m'a regardé. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que c'était et il n'a pas répondu. Il est parti dans la cuisine et je lui ai servi un verre. Je lui ai servi un verre quand il est revenu. Il a dit non merci. J'avais déjà la bouteille au-dessus de son verre. Il m'a regardé et a dit non merci, je ne bois pas d'alcool. À cet instant-là, j'ai rangé la bouteille et j'ai essuyé le bord avec un essuie blanc. Il a remarqué la tache de vin rouge et j'ai rangé la bouteille dans un frigo. Tu es arrivé et tu t'es posé à côté de lui. L'homme t'a simplement expliqué que le chèque c'était pour l'hôpital, ce n'était pas pour la maison. Tu t'es surpris et tu lui as dit que la maison n'avait pas de loyer, soi-disant. Soi-disant, la maison n'avait pas de loyer, tu t'es expliqué. L'homme s'expliquait et il a dit que le chèque c'était pour l'hôpital pour payer les soins. Parce qu'il y avait une personne qui allait passer, un médecin de temps en temps. De temps en temps, ce sera une femme. De temps en temps, ce sera un homme. Et alors, il t'a expliqué
que ces personnes allaient faire un diagnostic. Il t'a expliqué que ces personnes allaient faire un diagnostic et allaient chaque fois ausculter et regarder votre ami. En me pointant du doigt avec son bic et avec son crayon, en me pointant du doigt, il a dit que la personne allait faire un rapport et un diagnostic, et qu'il allait venir me voir faire des exercices et s'exercer avec moi un instant. Ensuite, tu lui as posé une question que je n'aurais pas pensé, à laquelle je n'aurais pas pensé. Tu lui as dit, est-ce qu'on pourra lire les diagnostics et les rapports? J'ai vu ton expression dans tes yeux quand tu avais posé cette question, comme si tu avais envie qu'il réponde oui. Comme si tu avais envie qu'il réponde oui, qu'on pouvait les lire. Il t'a répondu que non, on ne pouvait pas lire les rapports, les diagnostics, les feuilles. La seule chose qu'on pouvait lire, c'était les feuilles médicinales. Les feuilles médicinales qui allaient arriver par la poste, qui arriveraient toujours à cette adresse précise, à l'adresse de la maison. C'était la seule chose qu'on pouvait lire. Mais les rapports, tout ça, on ne pouvait pas. C'était confidentiel par rapport à l'hôpital, c'était confidentiel. Ici, on était chez nous, mais on était aussi quelque part à l'hôpital. Alors je suis venu à côté de toi et je t'ai murmuré ça à l'oreille. J'ai dit qu'ici, on était chez nous, mais quelque part, on était aussi à l'hôpital. L'homme m'a regardé et s'est mis à côté de moi. Il s'est mis à côté de moi, a déposé sa mallette et l'a refermée. Après quelques minutes, il l'a réouvert et a sorti une feuille blanche. Il m'a demandé de tracer 2 lignes droites et il a tourné la feuille en modèle paysage. Quand il a tourné la feuille en modèle paysage, il m'a demandé de faire 2 autres lignes droites, regardant si les carrés étaient bien quadrillés. Il a regardé si le carré que j'avais fait en faisant 2 lignes droites horizontales et 2 lignes droites verticales était bien carré. C'était juste un test de pacotille, comme ça, pour voir, pour vérifier. Ensuite, il est parti et toi tu t'es mis à côté de moi. Quand il est parti, tu as gardé la feuille et tu l'as déchirée. Tu l'as brûlée, tu l'as mise au feu. Tu t'es installé à côté de moi et tu m'as demandé, tu crois vraiment que cette maison va nous aider? J'ai levé les yeux au ciel, j'ai regardé le plafond, là où il n'y avait pas de lustre, j'ai regardé le plafond, j'ai tourné les yeux sur le côté, à gauche, à droite, devant, derrière, partout. J'ai regardé le salon, la cuisine, un peu toute la maison. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas pendant quelques secondes, et ensuite je me suis assis à côté de toi. Je me suis assis sur les marches, à côté de toi, et j'ai dit, cette maison va nous aider pour quelque chose, ça c'est sûr, peut-être pour avancer. Tu m'as regardé, et tu as dit pour avancer, en haussant les épaules, avec un air insatisfait. Avec un air insatisfait, tu as haussé les épaules et tu as dit pour avancer. Moi je t'ai dit oui pour avancer, et tu m'as dit pour avancer dans quoi? Je t'ai dit comment un psy aide une personne à avancer dans ses démarches. Cette maison pourra nous aider, nous, à avancer tout simplement dans la vie. Et tu as dit tout simplement en regardant la maison comme moi je l'ai fait, en faisant les 100 pas et en venant te rasseoir à côté de moi, nous aider dans nos démarches, et tu as demandé quelle démarche. J'ai pris ma main, je l'ai posée sur toi et tu as senti que ma main tremblait. J'ai dit cette démarche-là, ma main, ma maladie. Et tu m'as regardé. Tu as passé ta main sur ma nuque et tu as dit que tu ne voulais pas me blesser. J'ai dit que je n'étais pas blessé, mais j'ai simplement prétendu que ma maladie était une démarche à suivre. Quand l'infirmière est passée le lendemain, elle a posé une série de questions. Elle m'a demandé de passer une série de tests. Le premier test, c'était de me mettre devant un carreau. Je devais me mettre devant un carreau, l'une des vitres. Et alors je me tenais juste devant le grand carreau, la grande baie vitrée. Et là, j'ai remarqué qu'elle m'a dit de faire le contour avec mon doigt. Le carreau faisait 1 mètre sur 1 mètre. Il faisait 1 mètre sur 1 mètre, comme une feuille A0. Comme une feuille A0 pour les architectes, qui fait 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre carré. La vitre était exactement de la même longueur. Elle faisait 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Et alors là, j'ai vu la baie vitrée qu'il y avait encore à côté, qui faisait 2 mètres sur 1 mètre 80. Et elle m'a dit, tu vas faire la longueur avec ton doigt. Avec ta main qui tremble, tu vas faire la longueur avec ton doigt. De haut en bas et de bas en haut. Et sur les côtés. J'ai fait l'exercice et ensuite elle m'a dit de tendre les bras.
Elle m'a dit de tendre les bras et elle m'a dit de ton ongle, de l'ongle de ton major, jusqu'à ton poignet, jusqu'à ton bras, jusqu'à ton épaule, et jusqu'à ta clavicule dans ton cou, tu vas tracer une ligne. J'ai tendu mon bras et j'ai posé mon autre main sur mon ongle. J'ai tracé une ligne le long de mon bras, jusqu'à mon épaule, jusqu'à ma clavicule, jusqu'au milieu de mon bras, et jusqu'à mon bras, jusqu'à ma clavicule, jusqu'au centre de mon cou, et elle m'a regardé. Elle m'a dit de faire maintenant ça en une fois, et j'ai tracé une ligne sur mon bras, jusqu'au centre de mon cou, jusqu'à mon ongle. J'ai fait ça sur les deux bras, et ensuite elle m'a dit de faire la même chose sur la langue. Elle m'a dit de faire la même chose avec la langue, sur le palais. Sur la langue, sur le palais, j'ai fait la même chose, et j'ai dû tracer une ligne droite sur mon palais. Ensuite, elle m'a dit de faire la même chose, de rester la main tendue, ouverte, avec la paume vers le haut. Avec l'autre main, elle m'a demandé de faire pareil. Et elle m'a demandé ensuite de faire pareil, de garder l'autre main tendue, paume vers le haut, et d'essayer de refermer les doigts sans toucher la paume. Elle m'a demandé de faire un cercle avec la main. Elle m'a demandé de tendre la jambe et de tracer une ligne droite sur toute ma jambe. À partir de mon pied tout au bout, le long de ma jambe, elle m'a dit de tracer une ligne droite jusqu'au bassin. Je l'ai regardé, je me suis allongé et j'ai tracé une ligne droite sur ma jambe, jusqu'à mon pied, jusqu'à mon bassin. Et elle m'a dit, essaye maintenant de faire la même chose d'affilée. D'abord, tu traces avec ta langue une ligne sur ton palais. Ensuite, tes mains, tu les ouvres et tu les refermes. Tu fais un cercle. Et elle me dit, tu traces une ligne sur tes jambes et sur tes mains. J'ai fait les exercices qu'elle m'a demandés pendant que toi tu attendais sur le côté. Tu attendais sur le côté et tu as demandé à quoi ça allait servir. Tu m'as demandé à quoi ça allait servir et tu as demandé à la jeune dame qui était arrivée à quoi ça allait servir de faire une ligne droite sur le palais. Et elle t'a répondu que faire une ligne droite sur le palais avec la langue, ça allait simplement servir à voir si l'attraction de mon cerveau qui conserve les mouvements de la main était toujours d'actualité. Tu t'es rassis comme si tu allais réagir. Tu t'es assis comme si tu allais réagir sur une chaise, tu t'es assis. Et quand elle t'a dit que c'était pour regarder si les mouvements considérés par le cerveau dans la légion de la main étaient encore considérés en tant que mouvements normaux, tu es resté assis. Elle est venue expliquer la particularité de chaque mouvement, de chaque test. Elle a dit que faire une ligne droite sur la jambe, c'était pour voir si j'arrivais à faire une ligne droite. Elle a dit que les bras, c'était pour voir si j'arrivais à faire une ligne droite avec mes bras, pour voir la dextérité et les mouvements manuels de mon bras et de ma main. Elle a dit que la langue et le palais, c'était simplement pour voir la légion du cerveau qui contrôle la main. À cet instant-là, je me suis assis, et j'ai écouté en même temps que toi. Ensuite, elle est repartie, a pris sa voiture blanche, elle est repartie avec ses affaires. Je lui ai dit merci, et tous les soirs, j'ai continué à faire ces exercices. La jambe, dessus, je la tendais le soir. Je pliais une jambe à 90 degrés sur le côté, appuyée sur le lit, et j'en tendais une autre sur le côté. Je faisais une ligne dessus, et le bras, je la posais. Je posais mon bras, je le posais sur ma jambe, qui était assise par terre, et je traçais une ligne droite. Ensuite, quand je dormais, je jouais avec mon palais. Toi, tu es venu près de moi, tu t'es allongé et tu m'as murmuré des mots à l'oreille. Tu t'es serré tout contre moi la nuit, et peu à peu la nuit commençait à nous entourer, et ces mots que tu m'as murmurés à l'oreille, cette nuit-là, quand la nuit commençait à nous entourer peu à peu, c'était « je t'aime ». Je me suis tourné vers toi, j'ai regardé tes yeux, ton regard, je t'ai embrassé et je t'ai dit que moi aussi, en remettant la couverture par-dessus nous deux et par-dessus nos épaules. Par-dessus nos épaules, par-dessus notre torse et par-dessus nous deux tout simplement, la nuit nous a entourés.
Et quand tu m'as murmuré que tu m'aimais, que tu m'as avoué tes sentiments, j'ai dit que c'était réciproque, que ça allait dans les deux sens, mais que je ne te l'ai jamais révélé par peur. Ce soir-là, quand je suis allé me coucher, je tremblais. Je tremblais comme une feuille morte quand je suis allé me coucher. Ce soir-là, la nuit s'est posée délicatement. La nuit s'est posée délicatement d'abord sur le toit de la maison, ensuite sur les fenêtres du bas. La nuit s'est posée délicatement sur les fenêtres du bas, les 8 fenêtres. Ensuite, la nuit noire a frappé à la porte. Elle a frappé à la porte 3 fois. Après 31 secondes, 32, 33, 34 secondes, tu es venu dans la chambre. Tu es arrivé, tu t'es mis à côté de moi, et tu voyais que je tremblais comme une feuille morte. Tu voyais que j'avais froid. Tu as pris la couverture qui est venue se poser comme une couverture de soie blanche au-dessus de nous. La couverture est venue se poser comme une couverture de soie blanche au-dessus de nous. Et la lune est venue se mettre juste en face de nous. À cet instant-là, dans la chambre, il faisait noir, à cause des rideaux noirs opaques. À cause des rideaux noirs opaques, il faisait noir dans la chambre. Mais derrière les rideaux noirs, à la fenêtre, il y avait la lune qui attendait. Tu as été ouvrir les rideaux, et la lune éclairait la chambre d'une lumière futile et simple. Quand tu es venu mettre la couverture au-dessus de moi, tu as mis tes 2 mains en coquille d'huître. Tu as mis tes 2 mains en coquille d'huître au-dessus de mes mains. J'ai regardé le mouvement de tes mains. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais. Tu as réchauffé mes mains en frottant énergiquement mes mains. En frottant énergiquement mes mains, tu as réchauffé mes mains. Tu as mis ta bouche au niveau de mes mains et de tes mains que tu avais mis en coquille d'huître autour des miennes qui tremblaient pour pouvoir arrêter le tremblement. Et tu as chauffé mes mains en chauffant très fort et en soufflant sur les miennes. Je sentais le souffle chaud de la chaleur qui s'émanait de ta bouche. La chaleur et le souffle chaud qui s'émanait de ta bouche commençaient à réchauffer mes mains. Tu frottais de plus en plus, et la petite couverture blanche de soie futile qui est venue se poser sur nous. Cette couverture blanche de soie est venue se poser sur nous, d'un tissu fin et d'un tissu doux qui est venu se poser sur nous. Le tissu doux et blanc qui est venu se poser sur nous était une couverture de soie futile, et la lumière blanche de la lune éclairait l'intérieur. Et tu m'as révélé tes sentiments. Tu m'as révélé tes sentiments, à la fin tu m'as regardé, car tout ce que tu avais fait pour moi, tout ce que tu avais fait pour moi, toutes les choses que tu avais fait pour moi, ces choses que tu avais faites, les choses que tu avais fait pour m'aider, l'empathie que tu m'avais donnée, la compassion, se sont finalement transformées en amour, alors que nous n'étions que 2 copains. Aujourd'hui, tu m'as révélé que tu m'aimais. Moi, je me suis retourné vers toi, en me penchant sur le côté gauche, parce que j'étais couché sur le côté droit. Parce que j'étais couché sur le côté droit, en me penchant sur le côté gauche, je t'ai regardé. J'ai passé mon bras à ta taille, j'ai mis ma main sur tes cheveux, j'ai passé ma main dans tes cheveux, j'ai dégagé tes cheveux de tes yeux. Je t'ai embrassé dans le lit, en passant cette couverture de soie futile sur nous. À ce moment-là, je t'ai embrassé et je t'ai dit que c'était réciproque, en te le murmurant à l'oreille.